Bonsoir à tous une nouvelle fois. Donc d'abord je me présente, je suis Aurélien de Ragne, je coordonne le thème des transports pour Centrale Énergie. Je suis de Centrale Lyon 98, si j'ai pas précisé. Et accessoirement je travaille chez PSA Peugeot Citroën. Sur le CO2, grande entreprise française, sur le CO2 et bientôt sur le véhicule électrique. Sur le thème des transports Centrale Énergie, ce soir, on a voulu vous parler des innovations clés en préparation sur le thème des transports. Donc qu'est-ce que c'est les innovations clés en préparation sur le thème des transports? Donc c'est pour ça qu'on a appelé la soirée la mobilité du futur. En fait, on vous propose une vision du futur, il y en a plusieurs. Une vision du futur qui est illustrée derrière moi, ça bascule. Un futur dans lequel le conducteur n'a plus de voiture et la voiture n'a plus de conducteur. Donc qu'est-ce que c'est d'abord la voiture sans conducteur? Bien sûr c'est le véhicule autonome et ça peut paraître un peu science-fiction, on verra que non. Et puis surtout il y a des gens très sérieux quand même comme le BCG, le Boston Consulting Group, qui nous dit qu'en 2035 les ventes mondiales pourraient être composées de 10% de véhicules totalement autonomes. Ventes mondiales quand même, donc ça commence à faire beaucoup. Et même 15% de plus si on ajoute les véhicules semi-autonomes. Donc on voit que ça commence à faire beaucoup de véhicules. Et ensuite, le conducteur sans voiture, c'est les transports en commun, évidemment, mais ça peut être aussi l'autopartage et la location entre particuliers. Et donc on sait que les constructeurs de plus en plus cherchent à transformer leur business model pour passer de la vente de véhicules à une prestation d'usage des véhicules. C'est un mouvement qui est enclenché et on peut se dire que les Français sans doute commencent à être prêts. Il y avait un sondage au mois de mai de BVA qui disait que près de 20% des Français déjà voyaient leur futur automobile sans posséder leur voiture. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à s'enclencher. Alors je vais vous présenter les personnes qui vont nous parler ce soir. Avant ça, je voulais vous remercier tous pour votre présence, parce qu'évidemment, suite aux événements de vendredi dernier, on a été tous très inquiets, donc j'espère d'abord que vous n'êtes pas touchés personnellement, et que si vous l'êtes, sachez qu'on est solidaires, et en tout cas, pour ce soir, on a préféré que la vie continue et maintenir la soirée. Donc merci aussi aux présentateurs d'avoir maintenu leur présence. Donc ce soir nous aurons trois présentations. La première sera assurée par Nicolas Meillan qui nous fera un portrait global de la mobilité du futur, y compris le véhicule autonome et y compris la dépossession, mais pas que. Alors Nicolas est diplômé du Massachusetts Institute of Technology, donc la MIT, et de l'École spéciale des travaux publics. Il a démarré sa carrière professionnelle comme ingénieur crash chez PSA, très bonne entreprise française, avant de rejoindre Frost & Sullivan en 2005 en tant que consultant en stratégie sur les secteurs du transport et de l'énergie. Ses principaux domaines d'expertise sont les véhicules électrifiés, la mobilité du futur, les énergies du futur ainsi que la raréfaction des ressources, énergie fossile, eau et métaux. Il est devenu membre de l'ASPO, Association for the Study of Peak Oil, en 2013 et a rejoint le groupe de réflexion Les Iconoclastes en 2014. Ensuite, Vincent Abadi nous présentera les véhicules autonomes de PSA, parce que voilà, l'idée c'est que PSA a effectivement des véhicules et des projets en ce sens. Vincent Abadi est maître expert du sujet chez PSA, donc du domaine aide à la conduite, véhicules autonomes et systèmes pilotés de châssis. Il est dans le groupe PSA depuis plus de 20 ans et a occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la liaison au sol et des aides à la conduite, avant de devenir le maître expert de ce domaine. Il représente par ailleurs le groupe dans plusieurs instances du véhicule autonome et de la sécurité routière, donc par exemple le comité de pilotage Nouvelle France Industrielle Véhicule Autonome, le comité directeur du LAB, qui est le laboratoire d'accidentologie PSA Renault, le domaine stratégique du véhicule autonome de UCAR, et ce qui s'appelle le DAS SUR de Moveo, domaine d'activité stratégique, sécurité des usagers de la route. Et enfin, Vincent Saint-Martin nous présentera Wicar. Donc Vincent Saint-Martin est le directeur marketing de Wicar. Il est diplômé de l'ESTP et de l'ESSEC.
Et après un début de carrière sur les marchés financiers, il a fondé un site concurrent de Wicar qui s'appelle unevoiturealouée.com. Et il a rejoint les équipes de Wicar à l'occasion du rachat de son site en 2014 par Wicar. Voilà, donc chaque intervention durera environ 20 minutes. Vous pourrez poser des questions à l'issue de chaque présentation, mais si possible, conserver les questions pour la phase finale, donc durant laquelle les trois intervenants s'assieront sur la scène devant nous, et ça sera l'occasion d'un débat, je pense, avec pas mal de questions. Et puis après tout ça, on aura un pot au rez-de-chaussée. Voilà, donc Nicolas, à toi. Merci de votre invitation. Alors, je vais juste mettre un petit document. Donc aujourd'hui, j'ai la lourde tâche d'introduire et de commencer ce débat. Quand je parle de sujet, généralement, je dis que quand on réfléchit, on essaie de trouver les bonnes solutions. Il y a toujours une bonne chose à faire, c'est de faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est de se poser deux questions. Quels sont les problèmes actuels liés à la mobilité, et quels seront les défis et les problèmes de demain. Et donc, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, quand vous vous déplacez, quel est votre problème? Personne n'a de problème. Le stationnement. La fréquence des transports en commun. La congestion, le transport en commun. Trois problèmes qui m'intéressent. La vitesse. Aller plus vite. Vous voulez aller plus vite dans les bouchons? Non, pour que le trajet soit plus rapide. D'accord, ok. La pollution. La pollution. La tension. La tension. La tension, les gens qui klaxonnent, oui. Il y a aussi la tension en fait, du conducteur. Ah oui, la tension, oui, de devoir en même temps regarder la route pendant qu'on fait ses textos. Et demain, alors, quels seront les problèmes de demain liés à la mobilité? Bon, il y aura toujours les mêmes, a priori, hein. Ils sont là depuis 50 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ça, c'est un problème? Ah, c'est là, vous êtes dans les solutions, déjà. Ça s'appelle l'immobilité, qui fait partie de la mobilité du futur. L'accès à l'énergie. L'énergie? L'accès à l'énergie pour les voitures. D'accord. Est-ce qu'on aura suffisamment de carburant? Est-ce qu'on aura assez de pétrole? Oui, c'est effectivement un problème. Le transfert d'énergie de la voiture à un pays ou à ailleurs. D'accord. Bon, je vais vous en donner un. D'ailleurs, c'est un peu de circonstance, c'est le CO2. Il est COP21 dans pas longtemps à Paris. C'est les émissions de CO2, c'est un problème qui préoccupe pas mal de gens. Alors, moi j'ai une grille de lecture. Bon, c'est 7 défis majeurs. Les problèmes de demain, parce qu'aujourd'hui le CO2 ça ne nous impacte pas vraiment. Le CO2, effectivement, la possible raréfaction des énergies et du pétrole principalement. Les problèmes d'aujourd'hui, vous les connaissez. Pollution sonore atmosphérique. On oublie la sonore, mais souvent c'est la pire. Les bouchons, le stationnement. Et puis il y en a deux que vous ne m'avez pas cités, mais je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, puisque personne ne les cite jamais. C'est l'emploi. Si jamais la mobilité pouvait créer de l'emploi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, si on remplace les Uber par des voitures autonomes, qu'est-ce qu'on fait des chauffeurs? Et puis aussi la balance commerciale. Ça, on n'en parle pas souvent. Alors justement, je vais commencer par parler de ce dont on parle jamais. La balance commerciale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais 80% de notre déficit commercial, c'est lié à l'énergie. Hein, c'est la facture énergétique, c'est-à-dire que le déficit commercial, c'est à peu près 60 milliards d'euros. 80%, c'est l'énergie. Et si on regarde depuis 2004, l'évolution du déficit commercial, 85%, on a dégradé de 65 milliards d'euros ce déficit commercial. 85%, c'est deux choses. L'énergie, donc ça s'appelle juste le prix du pétrole qui augmente, et l'automobile. Ça s'appelle juste, on produit des unités en France et on va les produire d'abord en Espagne et après en Pologne. On produisait 3 millions de voitures en France en 2004. En 2012, on en produit 1,5 million. Donc si la mobilité du futur pouvait soulager la balance commerciale et améliorer l'emploi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Alors, deux idées peut-être qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ce schéma sur la mobilité du futur. À votre avis, quelles conditions devraient être remplies par cette mobilité? Si on... Voilà, une voiture qui consomme moins, 2 litres au 100, 1 litre au 100, ça peut être une piste de réflexion, ça soulagerait notre déficit commercial. Hein. L'automobile, c'est 60% de l'utilisation du pétrole.
Et après, si la voiture, on la fabrique en France et que ça peut occuper des gens, pourquoi pas? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'intégralité des voitures en France, il y en a seulement 1 sur 3 qui est fabriquée en France. Les 2 tiers des voitures sont importées. Alors après, il y a aussi, dans le cadre, je vous disais, il y a la COP21 qui va se dérouler bientôt à Paris. Donc on peut parler un peu de CO2, et notamment de CO2 gris. Alors le CO2 gris, c'est quand on produit la voiture. Alors je vous l'ai dit, hein, depuis 2000, non je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais il s'est quand même passé quelque chose en Europe, c'est-à-dire qu'on a fermé 12 sites d'assemblage automobile en Europe de l'Ouest, on en a ouvert 12 en Europe de l'Est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il se trouvait, comme vous pouvez le voir sur le graphe de gauche, qu'on allait vers les pays en vert, ça veut dire que ça coûte moins cher de produire en Roumanie, même en Pologne, hein, 7 fois moins cher qu'en France. Sauf que on est allé dans des pays, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, où on produit avec beaucoup de charbon. Et comme vous le savez, le charbon, c'est la moitié des émissions de CO2 au niveau mondial. Et donc on a suivi une logique de moins-disance environnementale et sociale. Ce ne serait pas une mauvaise idée que quand on pense à la mobilité du futur, on réfléchisse plutôt à une mobilité qui peut améliorer à la fois peut-être le travail et aussi, pourquoi pas, l'environnement. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que l'Allemagne produit la moitié de son électricité avec du charbon. Alors, on dit souvent que la mobilité du futur, on nous a dit pendant un temps que c'était la voiture électrique. Le diagnostic, on a un problème, c'est la voiture thermique. Solution, la voiture électrique. Alors là, vous avez un schéma où vous avez des voitures en fait qui sont toutes électriques. Et finalement, on a juste oublié un mot. Le problème, c'était bien la voiture thermique, mais c'était la voiture thermique individuelle. Et donc, en toute logique, la solution est la voiture électrique partagée. Vous n'êtes pas loin, mais c'est le vélo électrique partagé. Problème, voiture électrique individuelle, solution, vélo électrique partagé. Alors une fois que j'ai dit ça, un vélo électrique qui est à peu près le Solex du XXIe siècle, certains d'entre vous en ont déjà fait, je pourrais presque m'arrêter sur cette solution, et je suis convaincu qu'en ville, hein, la solution c'est bien le vélo. Et vélo électrique, si vous êtes un peu moins sportif, ou si vous n'avez pas de douche au bureau, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Alors je vais quand même creuser un peu ce sujet et vous dire pourquoi je pense que la solution est bien le vélo électrique, et pourquoi pas partagé. Alors ça c'est une situation que certains d'entre vous connaissent, qui ont peut-être même vécu aujourd'hui, et quand vous vous déplacez le matin, vous voyez bizarrement que les gens, dans leur voiture, ils sont souvent tout seuls. Eh bien ils sont effectivement souvent tout seuls, parce que 90% des allers-retours au travail se passent seuls. Taux d'occupation pour les trajets domicile-travail, 1,05 personnes par voiture. Qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, à 8 h, ceux qui n'ont pas le choix, souvent d'ailleurs, prennent leur voiture individuelle, tous en même temps, ils vont au travail, et à 18 h, ils reviennent tous en même temps. Et donc le problème de la mobilité, en fait, c'est un problème qui est très lié à ce phénomène trajet domicile-travail, qui est un phénomène de pointe, et donc la bonne solution, ce serait peut-être d'essayer de remplir un peu ces voitures. Un chiffre, vous passez de 1,05 personnes par voiture à 1,2, on augmente ça de 10%, vous supprimez l'intégralité des bouchons. Vous supprimez l'intégralité des bouchons. Donc là, on voit déjà peut-être une piste sur la mobilité du futur qui pourrait être de plus remplir les voitures. Et si on prend un peu de recul, en fait, on est sur un problème d'infrastructure saturée. L'infrastructure routière qui comprend et les routes et les voitures. Quand on parle de l'infrastructure ferroviaire, on prend bien les rails et les trains. Là, on va prendre les routes et les voitures. Et là, en fait, elle est saturée parce qu'elle est sous-utilisée. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des voitures qui sont 95% du temps à l'arrêt. Donc vous les utilisez 5% du temps. Et quand vous les utilisez, elles sont occupées. Alors là, en moyenne, c'est plus le domicile-travail, c'est en moyenne. C'est 1,3 personnes par voiture. Donc ça fait 30% de taux d'occupation. Si vous essayez de réfléchir et de vous dire, bon, cette infrastructure, route plus rail, route plus voiture, quel est son taux d'utilisation? Vous faites 5% x 30%, 1,5%. Vous conviendrez que c'est faible.
La bonne nouvelle, c'est que quand on voit certaines entreprises qui font de l'autopartage, on peut arriver à des taux d'utilisation de 40%. 40%. Et quand on fait du covoiturage, au lieu d'être tout seul dans sa voiture, on est deux, on passe à un taux d'occupation aussi de 40%. Vous faites la multiplication, 40 fois 40, 16%. 16% par rapport à 1,5%, vous avez multiplié par 10 l'utilisation de votre réseau. Donc, quelle solution? Plus de routes, pas exactement à la mode, c'est plutôt l'inverse qui se passe dans les villes. Des voitures plus petites, plus de personnes par voiture et moins de voitures. Alors on va maintenant parler un peu de ces différentes solutions. La première, moins de voitures, ça s'appelle le véhicule partagé. Alors le véhicule partagé, ça peut être une voiture, et nous aurons tout à l'heure une présentation de WeCar, notamment quand vous voulez louer la voiture de votre voisin. Vous le faites bien avec vos collègues en entreprise, on partage ses voitures en entreprise. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas chez soi? Est-ce que dans un immeuble de 10 appartements, on a besoin de 10 voitures, sachant que les voitures sont utilisées 5% du temps, et qu'on a des problèmes de parking? C'est une question qu'on peut se poser. Vous avez le vélo, avec Vélib, vous avez le vélo électrique, Bicimad à Madrid, vous avez le 3 roues électrique, ça c'est e-road à Grenoble, vous avez la voiture électrique, Autolib, et donc tout un ensemble de solutions qui permet de partager ces voitures et d'augmenter leur taux d'utilisation. Alors ça permet d'ailleurs notamment de soulager le problème de stationnement, puisque en fait au lieu d'avoir besoin de 9 voitures, vous n'en avez que 3, vous l'utilisez autant, mais au moins vous libérez 6 places de parking. Alors la seconde solution, c'était de mettre plus de personnes par voiture. Alors ça s'appelle le transport partagé, ou ça s'appelle aussi le transport en commun. Donc ça fonctionne avec un bus, ça fonctionne avec un train, un métro, ça fonctionne avec une voiture. Sur la longue distance, c'est Blablacar. Je suis sûr que un certain nombre d'entre vous l'ont déjà utilisé. Vous l'avez tous entendu parler en tout cas. Ça marche aussi avec le taxi. WeCab, ça marche avec Uber, Uberpool, et non pas Uberpop. Et ça marche peut-être demain, et ça c'est vraiment le nœud bloquant, sur ce qu'on appelle le covoiturage dynamique, c'est-à-dire le covoiturage domicile-travail. Donc ça veut dire que tous les matins, il faut monter avec votre voisin. C'est pas forcément très réjouissant, mais ça permettra de résoudre les bouchons et d'aller plus vite en boulot. Et si avec un peu de chance, vous tombez sur un voisin sympa, ça peut se passer tout à fait bien. Alors il y a une troisième solution. On a parlé de la voiture qu'on a remplie, qu'on a partagée. Et maintenant, quelle voiture? De quelle voiture s'agit-il? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, on risque d'avoir, il se pourrait qu'on ait une contrainte sur l'approvisionnement de pétrole d'ici 2020. D'ici 2020, et je vous rappelle que le pétrole, c'est 95% du transport se fait avec du pétrole, et le transport représente 60% des utilisations du pétrole. Donc de plus en plus on a de pétrole, de plus en plus on a des voitures, de moins en moins on a de pétrole, de moins en moins on aura de voitures. Et donc il est quand même important pour cette voiture de mobilité du futur d'avoir une voiture petite, peu vorace en pétrole, mais aussi qui soit économiquement accessible. Si je vous donne deux idées, une Logan, moins d'une tonne, 8 000 €, et une Tesla S, plus de 2 tonnes, 80 000 €. Vous imaginez vers quelle voiture je vois plutôt cette mobilité du futur. Je vous rappelle que la Tesla, qui pèse 2 tonnes 2, consomme autant d'énergie qu'une voiture thermique, qui pèse 1 tonne 5, sachant que le poids moyen des voitures thermiques en France est de 1 tonne 3. Alors la voiture autonome serait-elle la nouvelle mobilité du futur après la voiture électrique? Alors j'ai tendance à dire que oui, si cette voiture est petite, électrique, remplie, passager, pourquoi pas? Pourquoi pas la voiture autonome? J'ai deux points qui me gênent plus particulièrement par rapport à cette solution de la voiture autonome. Un, que fait-on des taxis et surtout des chauffeurs d'Uber? Vous savez qu'Uber parle beaucoup de tous les emplois qui sont créés avec cette nouvelle solution. Que fait-on de ces gens-là? Parce que finalement, la voiture autonome, on en prend une tous les jours, hein, on ne la conduit pas, ça s'appelle un taxi. Et puis l'autre problème, c'est que si finalement on a ces voitures autonomes, taux d'occupation de la voiture, 0 personne par voiture, hein, quand elle vient nous chercher,
et que notre problème c'était bien justement le taux d'occupation de la voiture, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. D'autant plus que cette voiture autonome, le business model, c'est en fait qu'elle est beaucoup moins chère qu'un taxi. Comme vous supprimez le chauffeur de taxi, c'est lui qui coûte cher dans le taxi. On dit souvent que si votre taxi coûte 10 euros, il y a 3 euros c'est la voiture et 7 euros c'est le chauffeur. Donc vous supprimez les 7 euros, il n'en reste que 3. Ben, on va tous vouloir se balader tout seul en voiture autonome. Mais on risque d'être tous coincés dans les bouchons, dans notre voiture, ou avec des voitures d'ailleurs qui sont toutes seules. Donc, quelques réserves sur la voiture autonome, même si par contre, sur d'autres applications, je pense notamment au trajet d'autoroute, on s'imagine tous et on se souvient tous de la dernière fois, on a commencé un peu à s'endormir au volant, où la voiture est partie un peu sur le côté, on a eu un peu peur, après un bon repas ou un vendredi soir pour partir en vacances. Et là, effectivement, sur l'autoroute, c'est une excellente solution pour les voitures, mais aussi pour les camions. Par contre, en ville, effectivement, je suis plus sceptique quant à l'intérêt de cette solution, étant donné que elle ne répond pas aux problèmes de mobilité d'aujourd'hui. Alors, quels sont les moyens de transport les plus efficaces en ville? Je vais vous faire la démonstration. Ce qui m'intéresse, quand je parle d'efficacité, c'est d'un côté l'efficacité énergétique, combien de kilos de ferraille je déplace pour me déplacer, et l'efficacité d'emprise au sol. Quelle surface j'occupe sur le sol. Et donc là, on a comparé un certain nombre de véhicules que vous connaissez tous. Et je vais vous prendre l'exemple de cette voiture là-haut, qui fait 1,4 tonne. Cette voiture, vous ne la connaissez pas. C'est une Renault Zoé autonome. Renault Zoé autonome. Elle est électrique et autonome. Par rapport à mon vélo, si je veux être aussi efficace en termes d'emprise au sol, il faut qu'on monte à 8 dans cette Renault Zoé autonome. Il y a 5 places. Bon, on peut un peu se serrer. Par contre, si je veux être aussi efficace en termes d'énergie, il faut que je monte à 140. 140 personnes dans ma Renault Zoé électrique autonome pour être aussi efficace qu'avec mon vélo de 10 kg. Et là, vous comprenez que 140 personnes, dans un monde contraint énergétiquement, on va plus forcément pouvoir se permettre un tel gâchis énergétique. Alors, quelques solutions. Quelques solutions pour finir. On avait fait un travail récemment sur la Chine. Alors la Chine, vous savez, ils ont des problèmes de pollution. Mais eux, c'est pas du bluff, c'est des vrais problèmes de pollution. Certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés. Et donc, quand on a des vrais problèmes, c'est le moment où on met des vraies solutions. Et donc, on a regardé qu'est-ce qu'ils font les Chinois pour se battre contre les problèmes de pollution, de congestion et de stationnement. Plusieurs solutions: limiter l'achat de nouvelles voitures, limiter la circulation, augmenter le coût du stationnement, améliorer l'offre de transport en commun, on en a parlé, mettre des voies dédiées pour les bus, vélos, covoiturage, reprendre donc de la place à la voiture individuelle, les voitures électriques et les voitures à faible consommation. Alors je vais juste peut-être me concentrer sur deux solutions. Limiter l'achat de nouvelles voitures. Bon, ça a priori, c'est ce qui est fait en Chine. Chez nous, on essaie plutôt de faire l'inverse. On subventionne l'achat de nouvelles voitures, on donne des primes à la case, etc. C'est pas tout à fait ça, c'est dans certaines villes. Alors, dans certaines villes, bien évidemment, quand il n'y a pas de problème de bouchon, mais dans la plupart des grandes villes, vous avez des quotas, c'est-à-dire qu'il vaut... Quelques villes, je pourrais vous donner le chiffre, mais je pense qu'il y en a plus d'une dizaine. Vous avez des quotas sur la circulation, sur un tirage au sort sur la plaque d'immatriculation, donc soit vous connaissez le directeur du Parti communiste local et vous avez plus de chances de l'avoir, soit vous ne le connaissez pas, et là vous pouvez aller mettre un cierge pour avoir votre voiture. Comment on pourrait faire ça en France? En France, typiquement, ça voudrait dire, pour dissuader les gens d'utiliser leur voiture en ville, il faudrait en augmenter le coût, notamment de possession, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait mettre une taxe, alors je ne veux pas dire le mot taxe parce que c'est pas à la mode, mais on va dire un bonus-malus annuel, par exemple, sur le poids de la voiture. On fait un bonus-malus annuel sur le poids de la voiture. Ça décourage, avec plus fort que ce qu'on paye aujourd'hui, ça décourage les gens d'utiliser, d'avoir une voiture. 2, ça encourage les gens d'avoir des petites voitures. Et puis 3, ça permet de développer les solutions alternatives. Vous prenez l'exemple de la Norvège, tout le monde parle de la Norvège comme l'Eldorado de la voiture électrique. 20% des ventes
sont des voitures électriques en Norvège, c'est 1% en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre voiture, quand elle coûte 20, il y a 20 de taxes en plus. Et les voitures électriques n'ont pas ce 20 de taxes en plus. Donc la voiture, quand elle coûte 35, elle coûte 35. Et donc la voiture électrique coûte 35, la voiture thermique coûte 40. Donc les gens achètent logiquement des voitures électriques, ce qui n'est pas le cas chez nous. L'autre solution intéressante dont je voudrais vous parler avant de conclure, c'est le coût de stationnement. Aujourd'hui, vous habitez dans un centre-ville, on va parler notamment du l'autopartage entre particuliers. C'est presque gratuit de garer votre voiture dans Paris. À une époque, je me souviens, je payais, je crois, 10 € par mois. 10 € par mois, vous conviendrez que c'est presque gratuit. Eh bien, si demain, vous dites, au lieu que ce soit 10 € par mois, c'est 200 € par mois, mais que si tu partages ta voiture, eh bien, c'est 0. Eh bien là, vous allez commencer à avoir des solutions d'autopartage entre particuliers qui vont encore plus se développer et des gens qui vont commencer à se débarrasser de leur voiture parce que le coût de possession aura besoin d'être partagé avec d'autres personnes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Blablacar. Ça coûtait trop cher de prendre un billet SNCF. C'était même pas tant qu'il n'y avait plus de train, c'est que ça coûtait trop cher. Et donc, vous avez une logique de mutualisation de coûts. Et donc, ce qui est important pour finalement développer toutes ces solutions de la mobilité du futur, c'est qu'il y ait un écart entre votre externalité, qui est la mobilité individuelle, la voiture individuelle, et un écart de prix important entre la mobilité individuelle et ces différentes solutions qui sont toutes excellentes pour pouvoir arriver demain à des villes moins embouteillées, même sans voiture, et dans lequel vos enfants pourront respirer correctement. C'est tout pour ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup. Donc je vais parler du véhicule autonome, donc au sens un petit peu plus traditionnel de ce qui a été dit un petit peu précédemment, mais avec certains commentaires complémentaires, effectivement sur le véhicule autonome et notamment pour remettre un peu en perspective la réalité d'apparition sur le marché, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet. C'est aussi important de voir que derrière tout ça, il y a beaucoup de techniques et de technologies et vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses à travailler pour que ça marche et pour qu'on ait des véhicules sûrs, sans chauffeur, sur les routes comme tel. Donc c'est surtout là-dessus que je vais insister là-dessus. Donc déjà, voilà le plan en gros de ma présentation avec 4 points. Donc le contexte du véhicule autonome, parce qu'il y a un contexte assez on va dire assez actif, il y a beaucoup d'actualités sur le sujet, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de pas mal de choses. Les différentes fonctions, parce que le véhicule autonome en soi ça ne veut pas dire grand chose, il y a beaucoup de fonctions différentes, et même très différentes. Les défis techniques, et vous allez voir qu'ils sont nombreux, et puis les conséquences, on va dire, sur les roadmaps de déploiement tels qu'on peut les imaginer sur les véhicules. Qu'ils soient particuliers, collectifs, semi-collectifs, tout ce qu'on peut imaginer, les défis techniques resteront à peu près les mêmes. Donc les 3 raisons principales, hein, on a trois vecteurs importants, c'est la possibilité pour le client de faire autre chose quand il est dans les bouchons, c'est le premier point important, c'est de retrouver du temps. Hein. Donc clairement, les tâches de conduite aujourd'hui sont assez rébarbatives, il y en a beaucoup qui sont rébarbatives, les bouchons, lorsqu'on est sur autoroute entre péages, c'est pas particulièrement intéressant, surtout qu'on peut pas aller beaucoup plus vite que 130 km/h maintenant sans se faire rattraper. Donc c'est pas forcément très intéressant. Donc à partir de là, on va rechercher, enfin les clients vont quand même avoir de fortes attentes pour pouvoir faire autre chose pendant ces moments-là. Il y a aussi un certain nombre de tâches complexes à réaliser. On oublie aussi souvent que beaucoup de conducteurs ont du mal avec beaucoup de tâches, notamment les tâches par exemple de manœuvrabilité à basse vitesse, qui sont à la fois ennuyeuses mais aussi pénibles et qui génèrent d'ailleurs pas mal de taux de froissée régulièrement. Et puis enfin, l'amélioration de la sécurité, ça c'est évident, 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Si on fait bien un véhicule autonome, on va largement améliorer ça. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est, voilà, donc ces éléments-là font que ça devient d'actualité, et c'est aussi d'actualité parce que les technologies d'aujourd'hui commencent à le permettre. Il y a 10 ans, on n'était pas capable de faire ce genre de choses, on n'avait pas les technologies de capteurs suffisamment matures pour l'industrie de masse qu'est l'automobile. Ça existait dans le domaine militaire, ça existait dans l'aéronautique, mais ça n'existait pas dans l'automobile avec des prix cohérents avec ce qu'on est capable de pratiquer. Donc voilà, donc à partir de là, c'est possible.
Les constructeurs spécialistes se positionnent très fortement sur ce marché. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ça va être la seule façon de justifier qu'une voiture coûte 80 000 euros par rapport à une autre qui coûte 30 000 euros. Les voitures sont très très proches maintenant. Par contre, si vous avez tous ces équipements qui vous permettent d'avoir des modes autonomes, vous pouvez justifier le fait de vendre beaucoup plus cher votre véhicule. Et des constructeurs comme Mercedes, BMW l'ont bien compris. Alors on a Google qui joue le rôle de catalyseur là-dedans, puisque forcément beaucoup de communication sur le véhicule autonome par Google, beaucoup de manips très intéressantes d'un point de vue technique, et une vraie volonté apparente en tout cas d'arriver d'une manière ou d'une autre sur le marché. Alors il faudrait expliquer comment ils veulent faire, je ne suis pas dans leur tête et je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui techniquement ils se positionnent sur ce sujet. Donc voilà, donc beaucoup de communication. Alors il y a beaucoup de communication, par contre quand on creuse la technique, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a pas mal d'attentes clients autour de ça, on a fait des enquêtes en Europe, en Chine, on a la même en Chine, qui est assez similaire. Bon, de ces enquêtes, pour faire relativement simple, on ressort toujours à peu près la même chose, c'est qu'on a 50% des gens qui sont positifs par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils attendent, ils trouvent ça intéressant, ils voient bien à quoi ça peut servir, ils veulent bien essayer, voire même certains d'entre eux sont très intéressés. Et on a 50% des gens qui par contre ont un peu peur, voire même parmi eux un certain pourcentage qui rejettent ce genre de système parce qu'ils considèrent que ça va un peu les éloigner du véhicule et ça leur fait peut-être peur aussi. Donc c'est toujours les mêmes enquêtes, alors des fois c'est 60-40, des fois c'est 55-45, mais en gros c'est toujours un peu la même chose. Truc intéressant aussi, c'est que les gens, ce qu'ils attendent, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est l'embouteillage, c'est les longues distances entre péages typiquement, et c'est tout ce qui est parking, avec les pourcentages qui sont mentionnés dans le centre du slide. Alors on a aussi posé la question de savoir ce que voulaient faire les gens pendant qu'ils étaient dans leur véhicule qui était en mode autonome. Alors, on avait tous le réflexe de penser que les gens voulaient travailler, c'est pas du tout le cas, ça arrive en 7e position. Ce que les gens veulent faire, c'est se relaxer, se passer des coups de fil, surfer sur internet, mais c'est certainement pas travailler. Je pense que c'est des formations professionnelles, on s'imagine faire des visioconférences, un tas de choses, mais la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Alors, autre point aussi qui tracte tout ça, et là c'est ça le facteur, un des facteurs clés, il faut vraiment être au cœur de l'automobile pour le comprendre. Nos véhicules sont soumis aux tests consuméristes Euro NCAP en Europe, China NCAP en Chine et Latin NCAP en Amérique latine, donc voilà, c'est mondial, pour juger de leur sécurité. Et aujourd'hui, tous les constructeurs sérieux n'acceptent pas de mettre sur le marché des véhicules qui sont en deçà de 4 étoiles à CTS. CTS vont de 0 à 5 étoiles. Bon, on essaye de faire 5 étoiles, on tolère de faire 4, mais aujourd'hui, un constructeur sérieux, alors il y a quelques exceptions, je ne vais pas dénoncer les petits copains, mais en tout cas, les constructeurs en général visent toujours 4 ou 5 étoiles sur ces sujets-là. Et dans ces tests-là, arrivent tous les systèmes de sécurité active qui sont basés sur l'ensemble des capteurs, radars, caméras, etc. Tous les capteurs qui vont être utiles pour véhicules autonomes, en fait, s'implantent sur le véhicule par ce biais-là. En fait, on a un énorme lobbying qui est fait par les instances réglementaires, par les autorités, qui fait que de toute façon, pour passer le test 5 étoiles Euro NCAP dès 2016, il faut par exemple du freinage automatique sur piétons. En 2018, il faut être capable de freiner sur les piétons, sur les cyclistes, la nuit, de manière automatique, c'est-à-dire sans action du conducteur. En 2020, il faut faire la même chose, en situation d'intersection, dans des situations aussi complexes de contrôle latéral, etc. Tout ça pour dire que, pour avoir des véhicules qui répondent, on va dire, qui sont dans le cœur du marché, qui seront bien positionnés sur ce système-là, on aura sur des véhicules tous les capteurs qui vont progressivement s'installer. Ces capteurs, ce sont les capteurs qui vont être nécessaires aux véhicules autonomes. Par exemple, à partir de 2018, vous pouvez imaginer que vous aurez peut-être plus de 50% des véhicules qui seront vendus en Europe, qui seront équipés de caméras au haut du pare-brise pour visualiser, détecter les piétons et déclencher les freinages automatiques en cas où un piéton traverse. Vous imaginez que tous les nouveaux types de véhicules quasiment vont se retrouver dans cette situation en 2020. Donc c'est demain, et ça évolue très vite. Ça, c'est vraiment un enabler très fort de ça. Bon, on a, nous, des expérimentations en cours, je vais essayer d'aller assez vite sur le véhicule autonome. Elles ont démarré depuis maintenant plusieurs mois, on a beaucoup de tests sur piste, maintenant on est sur route. On a obtenu 4 immatriculations particulières, c'est-à-dire des véhicules qui sont immatriculés spécifiquement pour pouvoir rouler en mode autonome sur des routes ouvertes. Alors c'est ça la nouveauté, c'est d'être capable de le faire sur des routes ouvertes au milieu d'autres usagers. Bien sûr, ce sont nos essayeurs qui sont au volant et qui sont attentifs en toutes circonstances. Par contre, le véhicule est en mode autonome. On va avoir à peu près 15 véhicules mi-2016, et on a maintenant, alors là c'était l'ancienne autorisation, depuis hier on a l'autorisation sur les 3/4 des autoroutes françaises et une très grande partie des voies rapides.
Les niveaux d'automatisation, je vais essayer d'aller aussi assez vite. Il faut surtout lire l'automatisation, puisqu'on parle ici, on a parlé précédemment un petit peu de véhicules autonomes. On peut se focaliser sur les 3 derniers niveaux de véhicules autonomes. Donc level 3, level 4, level 5. Et les petites distinctions, le level 3, on a encore un conducteur qui est derrière le volant, et on va requérir le fait que ce conducteur puisse reprendre la main en un certain temps. Parce qu'on n'est pas encore suffisamment sûr de notre système, il n'est pas encore capable de tout gérer, donc à un moment donné, on va dire, bah monsieur, reprenez la main, vous avez 10 secondes. Pour reprendre la main, vous avez 15 secondes, c'est des choses comme ça. Ça, c'est le niveau 3. Le niveau 4, on va dire au conducteur, bah non, maintenant c'est bon, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez dormir. Et puis si jamais il y a un problème, moi, mon véhicule, de manière autonome, est capable de se mettre en sécurité. Typiquement, je suis entre 2 péages, je rencontre une nappe de brouillard, mes capteurs ne voient pas très bien, donc, mais bon, ils anticipent la nappe de brouillard, ils vont aller se mettre sur une aire de stationnement, ils vont attendre que le conducteur se réveille. C'est le niveau 4. Par contre, il y a toujours un conducteur derrière le volant qui a le permis de conduire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, parce qu'après, il faut qu'il reparte quand même. Bon, le driverless, c'est le niveau 5, c'est, voilà, j'ai pas de conducteur, j'ai éventuellement pas de poste de conduite à l'intérieur, donc là, on est beaucoup plus dans ce qui est l'imaginaire qui est véhiculé, en général, c'est autour de ce level 5, c'est la voiture sans chauffeur. Bon, celle-là, elle n'est quand même pas pour tout de suite, du moins à des vitesses au-delà de 10 km/h, on va dire, pour faire simple. Alors voilà, donc on arrive justement au roadmap de déploiement. Ce qui va arriver en 2020, ce sont les premières fonctions de niveau 3, typiquement la possibilité, lorsque vous êtes en embouteillage, de faire vos SMS. Donc en dessous de 50 km/h, votre véhicule, il gère la situation d'embouteillage, vous envoyez des SMS, vous faites des mails, et puis s'il y a un événement qui se passe, on vous dit reprenez la main. Voilà. L'idée de base, assez basique du sujet, ça s'appelle Traffic Jam Chauffeur. Voilà. C'est pas encore vraiment un chauffeur, parce que c'est un chauffeur vraiment temporaire. Après, on a aussi des fonctions en parking. En 2020, typiquement la possibilité de télécommander des véhicules. Ça existe déjà chez BMW. Ils viennent de sortir une première fonction comme ça, qui s'appelle le garage assist, où vous télécommandez votre voiture, et puis elle rentre toute seule dans son petit garage étroit. Ce qui est bien pratique, puisque quand vous avez un garage étroit, vous ne pouvez pas ouvrir les portières, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui va arriver autour de 2020 et un peu après, c'est la possibilité aussi de faire ça, mais sans avoir besoin de superviser ce que fait votre véhicule. Vous appuyez sur un bouton, et il va se garer tout seul. Alors, en 2020, 2022, 2023, ça va encore être des scénarios relativement simples. Vous êtes chez vous, vous avez une longue allée rectiligne, où ça tourne un peu, voilà, il sait se débrouiller. C'est pas... en plein Paris, j'arrive ici, je fais pip, et puis la voiture va chercher le Vinci Park qui est 3 rues à côté, et puis elle va se mettre dedans. Ça, c'est encore de la science-fiction. Alors le Highway Chauffeur, c'est plutôt 2023, c'est possibilité entre péages d'être en mode autonome level 3, dont on parlait tout à l'heure. Bon, je peux juste, ça c'est assez rapide, c'est pour expliquer qu'il y a beaucoup de techniques là-dedans, je vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a énormément pour faire un véhicule autonome, c'est pas une petite caméra, c'est pas un petit radar, c'est pas une petite cartographie, c'est 5 ou 6 radars autour du véhicule, c'est une caméra, c'est au moins un capteur laser sur le secteur frontal, c'est une cartographie haute définition, c'est un système de GPS différentiel précis de positionnement. Aujourd'hui, si on met les coûts des systèmes que l'on a dans nos prototypes, c'est plus cher que la voiture. Il y a des systèmes qui sont extrêmement complexes là-dedans. Pourquoi ? C'est pour la question de la sûreté de fonctionnement, c'est le point clé de ça. Lorsqu'on fait un véhicule, la sûreté de fonctionnement, il ne s'agit pas que ça marche, que ça tombe en panne une fois sur 1000, c'est pas ça, hein, même une fois sur 10 000. C'est une fois, on a droit à une panne par 1 milliard d'heures de fonctionnement. En fait, toute notre sûreté de fonctionnement est dimensionnée comme ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est une panne sur 1 milliard d'heures de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est gros. En fait, il faut qu'on n'ait pas plus de panne que de risques. C'est peut-être pas approprié par le moment qui court, mais que de se balader dans la rue et d'avoir un problème. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le risque quasi zéro. Pour faire ça, on ne peut pas se permettre de temps en temps pas détecter un obstacle, par exemple. Il faut qu'on soit sûr de détecter tous les obstacles, tout le temps, quels qu'ils soient. Un bout de carton, une botte de paille au milieu de la route, hein, on a eu ça nous, pendant nos essais. Il faut être capable de détecter une botte de paille au milieu de la route, sinon on fonce dans la botte de paille. Les gens, ils évitent la botte de paille. Il faut que notre véhicule autonome soit capable de le faire. Bon, pour faire ça, ça veut dire qu'on a beaucoup de technologies différentes de capteurs qui doivent se compléter et être sûr que tout ça marche bien et que l'on est exhaustif. A l'inverse, il ne faut pas non plus inventer des obstacles. Ce type de capteurs sont des capteurs qui peuvent avoir des faux obstacles. Un radar peut, par exemple, être perturbé par des objets métalliques.
Un capteur laser, il y a certains types d'obstacles qui ne détectent pas bien, notamment dans des conditions de pluie. Une caméra, elle est basée sur du traitement d'image. Le traitement d'image, on peut imaginer que pareil, un traitement d'image fonctionne mal et invente des obstacles. Tout ça, il faut le traiter. C'est ce qu'on appelle vraiment toute la sûreté de fonctionnement de nos systèmes. Bon, on a tout un tas de cas d'usage à traiter aussi, liés au fait. On peut juste illustrer par exemple celui-là. Chose assez classique qui arrive, lorsqu'on est conducteur, on évite aussi beaucoup d'accidents. On évite beaucoup d'accidents en compensant les erreurs des autres. Vous est déjà arrivé d'avoir des véhicules qui vous serrent parce qu'ils ne vous ont pas vu. Vous détectez que le véhicule ne vous a pas vu, que l'autre conducteur ne vous a pas vu, et vous allez adapter ce que vous faites en circonstance, par exemple en accélérant pour vous dégager, ou par exemple en freinant pour le laisser passer. Apprendre ça à un automate, c'est extrêmement compliqué. L'automate, il sait rester dans sa voie, il ne sait pas prévoir toutes les bizarreries que vont faire les autres. En tout cas, c'est très difficile. On a un gros challenge technique sur ces sujets. Évidemment, plus vous allez rouler vite, plus gérer ça est compliqué, et voire même, je dirais, au-delà d'une certaine vitesse, aujourd'hui, il y a des cas où aujourd'hui, on ne voit pas bien comment on va les traiter. Voilà, donc ça, c'est la safety, j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors là, voilà, j'ai pris un exemple de ce qu'on peut rencontrer dans la route, qui n'est pas forcément facile à gérer. Quand vous prenez la photo en haut à gauche, c'est un policier. Des fois, vous avez des policiers qui vous font des signes sur le bord de la route. Vous savez quoi faire. Apprendre ça à un véhicule autonome, extrêmement compliqué. Un véhicule autonome, lui, il ne va pas comprendre le signe, on ne va pas apprendre tous les gestes possibles des policiers. Je pense que ça c'est un petit peu compliqué. Bon, gérer un carrefour comme le carrefour qui est juste là, pareil par un véhicule autonome. Qu'est-ce que va faire un véhicule autonome dans une situation comme ça? Il ne va jamais avancer. Il va laisser passer tout le monde. Le véhicule autonome ne va pas forcer le passage, il ne va pas risquer l'accident. Donc il va s'arrêter, il va attendre. Genre de défi, on a dit que vous avez dit que le véhicule autonome en ville c'était peut-être pas l'idéal, ça tombe bien, c'est le plus difficile à faire, donc quelque part ça nous arrange. C'est beaucoup plus facile sur les longs trajets autoroutiers puisqu'on est dans des environnements structurés où a priori on rencontre quand même un peu moins de bizarreries ou de choses complexes à gérer qu'en ville. On a quand même sur l'autoroute, on voit la troisième image en haut, on voit ce qu'on appelle les flèches lumineuses de rabattement. Ce genre de choses, il faut toutes les flèches lumineuses de rabattement du monde sont toutes différentes, elles sont toutes positionnées de manière extrêmement variable. Bien qu'il y ait des normes, elles ne sont pas toujours respectées. Il faut qu'on apprenne à nos systèmes à comprendre ce que c'est qu'une flèche lumineuse de rabattement. Exemple, on a fait le test, évidemment on n'avait rien appris à notre système. Quand on est arrivé devant cette flèche lumineuse de rabattement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous on a détecté ça que c'est comme un obstacle, on a déclenché un freinage d'urgence juste devant la barrière. On s'est arrêté devant la barrière, on n'a tué personne, mais on a eu un comportement parfaitement incongru par rapport à tous les autres automobilistes qui avaient bien sûr réussi à éviter cette flèche, à se rabattre à temps. Donc voilà ce genre de choses qu'on peut traiter. Alors on trouve aussi des objets sur la route, là j'ai mis des pneus, on voit aussi des animaux, des gens qui construisent le petit truc entouré en blanc au milieu, c'est un vélo couché, donc c'est quelqu'un qui roule sur qui une espèce de vélo, il est allongé. Nous, nos capteurs, ils n'ont pas appris ce type de choses, donc on ne sait pas ce que c'est finalement, donc il faut le classifier. Et pour savoir réagir, pour pouvoir projeter sa trajectoire. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Les intempéries, bien sûr. Alors là, on est plutôt sur des situations de vie hors Europe, quoique ça pourrait peut-être arriver en Europe, des canards sur la route. Et ce sont bien des voies à chaussée séparée, donc des voies structurées. Je crois que c'est des canards, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, on a beaucoup de doutes sur l'applicabilité de ce genre de choses en Chine par exemple, parce que c'est même en ville, même sur autoroute, pour ceux qui ont déjà été en Chine, on trouve beaucoup de choses sur les autoroutes en Chine, on trouve des animaux, on trouve des charrettes, on trouve des gens qui changent leur roue, mais pas sur le côté de la bande d'arrêt d'urgence, sur la voie de gauche, parce que c'est quand même plus simple. On trouve des gens qui sont des fois à contresens aussi, parce qu'ils ont décidé que c'était plus court de passer par là. Donc ça, évidemment, nous, ça va être très compliqué de le gérer. Donc voilà, donc on voit, comme ça on peut en faire des pages et des pages. On voit que toutes les difficultés auxquelles on est confronté, dès lors que l'on veut avoir un véhicule autonome qui veut dire marche de manière générale. Donc je vais juste accélérer un tout petit peu pour parler encore de deux choses. L'aspect juridique. L'aspect juridique est assez important dès lors que vous avez un véhicule qui est autonome, puisque par définition, si le véhicule a un accident alors qu'il est en mode autonome et que le conducteur fait autre chose, on ne va quand même pas aller expliquer au conducteur que c'est de sa faute. Ce serait quand même un peu mesquin. Donc c'est quand même bien le constructeur qui va prendre la responsabilité de l'accident dans cette phase-là. Donc ça c'est un bouleversement assez important, parce que ça c'est quelque chose que l'on ne fait pas habituellement.
Alors bien sûr l'objectif ça va être que ça arrive jamais, c'est-à-dire qu'en gros on n'ait pas plus d'accidents que de problèmes avec nos voitures qu'on peut avoir aujourd'hui. On peut de temps en temps avoir malheureusement des problèmes dits de produits défectueux. Donc, globalement il faut qu'on essaye de retomber dans ce niveau, c'est-à-dire de temps en temps voilà. Maintenant si ça arrive un peu plus souvent, et surtout il peut y avoir beaucoup plus de litiges, hein, ou par exemple dans des accidents avec des torts partagés, on peut aussi avoir des biais qui sont introduits par les conducteurs eux-mêmes, hein, qui peuvent arguer du fait que c'était le mode autonome qui les a conduits, notamment dans les phases de reprise en main par exemple, à avoir un accident. On a justement tout un tas de choses à gérer. Et la partie effectivement la plus complexe à gérer, c'est bien le moment où on demande au client de reprendre la main. S'il le fait trop vite, pas assez vite, pas bien, comment va-t-on gérer la répartition de la responsabilité? Il faudra qu'on soit en mesure d'expliquer qu'il était capable, qu'on lui avait bien expliqué ce qu'il devait faire, qu'il était capable de le faire et que c'était pertinent ce qu'il avait à faire. Donc là évidemment on sent bien qu'il va y avoir un petit peu de difficulté. Donc là il y a encore pas mal de travail, ça avance quand même, ça avance quand même plutôt bien et plutôt plus vite que ce qu'on imaginait sur le sujet. Donc le déploiement, donc je terminerai là-dessus, le déploiement sur le marché donc, va forcément être très progressif pour toutes ces raisons techniques, réglementaires, juridiques, pour faire simple. Les premières fonctions, l'estimation ça donne ça. En gros, les premières fonctions, elles vont apparaître sur le marché entre 2020 et 2025. Ça va être des fonctions relativement réduites. Je parlais d'assistant, de conduite autonome en embouteillage ou entre péages, donc dans des situations particulières, autorisant un certain nombre de choses, mais pas tout, autorisant peut-être le conducteur à faire un peu autre chose par moment, et en plus pas forcément tout le temps. Donc on est plutôt sur des fonctions relativement limitées. On peut estimer que 5 à 10% des nouveaux modèles des segments CED, c'est-à-dire des véhicules plutôt de gamme en CDE, pourraient être équipés à cette échéance de temps. C'est plutôt une fourchette haute, hein, mais bon, on peut l'imaginer. Probablement entre 2025 et 2030, on aurait une apparition d'un marché significatif pour ces fonctions. On est toujours à peu près sur les mêmes fonctions qui vont évoluer un petit peu, mais qui vont quand même toujours être un peu relativement limitées. Au-delà de 2030, on peut imaginer effectivement que ça va se généraliser, et notamment aussi poussé par l'Euro NCAP, qui, je prends l'Europe, hein, mais pour tous les instituts NCAP, qui vont pousser au fait d'équiper de plus en plus les véhicules de ce genre de système de par leurs bénéfices accidentologiques. Donc là, on a quelque chose qui peut avancer pas mal. Alors, parallèlement à ça, on peut imaginer des applications un peu particulières, comme les navettes de transport public à basse vitesse. Parce que tout ce que j'ai dit sur les difficultés techniques est vrai lorsque vous êtes au-delà de 10 km/h. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous percutez un piéton avec un delta de vitesse de plus de 10 km/h, c'est là où vous risquez de faire des dégâts très forts sur le piéton. Lorsque les accidents arrivent à plus basse vitesse, vous êtes déjà dans une autre catégorisation de typologie d'accident. On rentre plus dans des dégâts corporels aussi graves, sauf cas très particuliers pour des très petits enfants, mais ça peut se gérer d'autres manières. Et donc on imagine que la sûreté de fonctionnement et toute la technologie à déployer pour des navettes très basse vitesse est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup d'ailleurs d'actions, notamment même en France, avec un certain nombre d'entreprises qui travaillent le sujet pour ce déploiement. Donc ce déploiement-là, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapidement, et là on est vraiment sur du navette sans chauffeur. C'est-à-dire qu'éventuellement il peut y avoir quelqu'un qui a un bouton d'arrêt d'urgence, mais globalement on est, il n'y a plus de volant, le véhicule est vraiment un véhicule autonome sans chauffeur. Mais on n'est plus sur de la navette publique. On pense, nous, qu'il faudra quand même attendre, j'ai mis 2030, après je suis pas devin, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite, les véhicules vraiment sans chauffeur, type la Google Car, qui se baladent comme ça toute seule dans la rue, pourquoi pas, mais de toute façon ce sera sur certaines infrastructures propices. Quand on voit les expérimentations de Google, elles sont pratiquées dans des zones qui sont relativement peu denses d'un point de vue piéton, d'un point de vue cycliste. En fait, on est sur des environnements qui sont urbains, mais urbains structurés. Donc quand on est sur de l'urbain structuré avec très peu de piétons, avec des carrefours très rectilignes, avec des signalisations de très bon état, c'est quelque chose qu'on peut imaginer accessible de manière raisonnable. Dès qu'on va parler de villes d'Europe, comme Paris, et si on va en Chine c'est encore pire, mais même simplement si on reste à Paris, on s'aperçoit que les difficultés que l'on rencontre sont, de par le fait de la présence d'usagers vulnérables très importants, sont exponentielles et vraiment très délicates à gérer. Donc là il faudra quand même un petit peu de temps, ou en tout cas faire évoluer significativement les infrastructures.
Pardon, juste une question sur cette histoire de moins de 10 km/h. J'ai dit Combien 10, de ça temps pourrait être 15. Pardon J'ai dit 10, ça pourrait être 15, mais... De toute façon, c'est un ordre de grandeur qui m'intéresse. C'est combien de secondes il faut pour mettre un véhicule en sécurité en dessous de 10-15 km/h aujourd'hui? Bah, c'est extrêmement rapide, là vous êtes à 2 secondes, même pas, je pense que vous êtes même à 1 seconde. C'est Oui, c'est déjà... Le volant, c'est... Ah, oui, c'est quasi... L'automate a réagi plus vite que vous. Ah bah, c'est quasi instantané, vous êtes sur toute la chaîne complète, je pense que vous êtes même à moins d'1 seconde. Plus rapide qu'un être humain. Si on roule à 80, 90... Alors, si vous êtes par exemple à 60, je vais vous le donner sur 70 km/h, 70 km/h c'est 10 à 12 secondes. Et le temps de reprise en main de 10 à 12 secondes dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en gros, si le conducteur n'a pas repris la main, de toute façon à la fin il sera arrêté. Donc c'est pas grave. Mais ouais, c'est l'idée. Oui. Juste par rapport à ce que Tesla propose aujourd'hui, en fait, vous annoncez en fait qu'ils ont 5 ans d'avance sur le marché. Non, ce que Tesla propose, c'est un véhicule automatisé, donc qui permet effectivement techniquement de lâcher les mains du volant, de lâcher les pédales, par contre qui ne gère absolument pas la sûreté de fonctionnement. C'est-à-dire que vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Donc si vous percutez un véhicule qui arrive dans le sens opposé, bah, vous le percutez, c'est pour vous. Et ça arrive, hein, pourquoi? Parce que, enfin ça peut arriver, pourquoi? Parce qu'en fait, en plus ils sont basés sur des technologies de détection ultra simples, hein. Donc c'est assez gonflé parce qu'ils ont pris juste un radar et une caméra sur l'avant du véhicule. Je vous ai dit que pour faire ça, il faut couvrir 360 degrés autour du véhicule. Donc eux, ils le font avec 110 degrés sur l'avant du véhicule. Donc ils ne gèrent pas toutes les insertions. Mais ils ne mentent pas sur la marchandise. Ils disent, vous avez un jouet, vous pouvez jouer avec. Si vous avez un problème, c'est pour vous, quoi. Ils sont dans les niveaux d'automatisation, quelque part, ils sont dans le... Je vais vous le dire, ils sont dans le... On va revenir juste dessus. Ils sont dans le niveau 2. With Driver Supervision. Donc le système est supervisé par le conducteur. Vous avez des systèmes, ce que fait Tesla n'est pas nouveau là-dessus, hein, ça existe chez Audi, ça existe chez Mercedes. Simplement, Audi et Mercedes, qui sont des constructeurs automobiles peut-être plus anciens et peut-être un peu plus responsables, ont imposé que les conducteurs tiennent le volant. Mais l'automatisme sur l'Audi, sur les Audi et sur les Passat est exactement le même. Sauf que vous devez poser les mains sur le volant, sinon on vous déconnecte l'automatisme, justement pour être sûr que vous êtes attentif. Tesla s'est affranchi de ça. Bon, on n'a pas d'ailleurs compris comment ils ont homologué leur véhicule. On pense qu'ils l'ont homologué en Roumanie, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ça vous dit, oui, bon, nous on fait pas ce genre de choses, il y en a qui le font, c'est bien. Oui. En cas d'accident sur les voitures autonomes, on trouve, comme sur les avions, des espèces de boîtes noires. Oui, alors j'en ai pas parlé, c'est effectivement la boîte noire, hein, et effectivement, alors après on dit boîte noire, on l'appellera peut-être pas comme ça, hein, c'est Event Data Recorder, donc c'est l'enregistreur d'événements. L'idée, c'est poussé aussi beaucoup par l'industrie allemande, mais on est assez d'accord avec ça, c'est que le véhicule autonome, il est systématiquement quand même quelque chose qui enregistre ce qui se passe 1 minute avant l'accident. Ouais, alors voilà, après, qu'est-ce qu'on enregistre? C'est déjà enregistré le fait que la personne était bien en mode autonome. Parce que le premier réflexe du conducteur qui a un véhicule semi-autonome, il dira, bah non, moi j'ai eu un accident, j'étais en mode autonome. Donc déjà, on devra vérifier qu'il était vraiment en mode autonome. C'est le premier truc de base. Deuxième chose qu'on enregistrera, c'est probablement effectivement les vitesses, tout ça, et probablement la scène vidéo. On imagine la scène vidéo frontale. Bon là, c'est vraiment l'étude de la spécification de l'EDR, enfin de cette boîte noire, est en cours. Il y a plusieurs façons de faire. Avec des assureurs ou des trucs comme ça, avec des assurances ou... Non, là c'est un EDR pour nous. Il y a plusieurs choses, c'est pas le même. L'EDR, c'est un autre problème. Ça dépasse le cadre du véhicule autonome. C'est est-ce qu'on met des boîtes noires que l'on met à disposition, par exemple, des assureurs, voire même de la police. Ça, c'est un autre problème, qui n'est pas le même. Nous, on veut... Enfin, ce qui est sûr, c'est que le véhicule autonome aura besoin d'un enregistreur de données en cas d'accident pour prouver... Enfin, pour dégager éventuellement, nous on le voit pour dégager notre responsabilité, on va le dire comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément le donner à un tiers qui l'analysera comme une boîte noire d'avion, par exemple. Il y a beaucoup de discussions, hein, là-dessus, vous imaginez. La détermination, le choix de la vitesse du véhicule, quand on est dans une zone où il y a des limitations qui varient d'endroit en endroit. Bah, on respecte les limites de vitesse, en fait. Oui, ça veut dire qu'on prend la main, qu'on impose... Ah non, le système le fait tout seul, en fait. Globalement, le système, il lit les panneaux. Alors, il lit les panneaux, et puis il a l'information de la navigation. Il a deux informations, en fait. Donc, il fait du couplage d'informations. Et, alors, comme on le fait, vous avez vu, les premières étapes, c'est plutôt des voies rapides, des autoroutes.
Là, vous n'avez pas de souci, parce que si vous voulez, les panneaux sont très visibles, puis quand vous n'avez pas les panneaux, vous connaissez de toute façon la limite de vitesse sur la zone dans laquelle vous êtes par la navigation. Donc ça marche plutôt bien. Après, il y a des cas un peu particuliers, les travaux, voilà, trucs comme ça. Mais bon, ça se gère, on va dire, globalement. Globalement, ça se gère. Il faut avoir un peu de travail, hein, mais... Est-ce que sur le temps de conduite global, vous avez pu chiffrer les cas complexes où justement il y a un besoin compliqué de passer des obstacles ou des choses... Alors, je vous fais une réponse juste sur nos protos, là, puis on a fait 20 000 km sur les routes. En fait, il y a deux choses très différentes. Quand vous êtes sur le réseau concédé, donc entre péages, ça se passe très bien, parce que le réseau est très bien entretenu. Donc en fait, vous avez peu de cas, en plus, et les gens respectent globalement les limitations de vitesse, et respectent globalement le code de la route. Donc vous avez peu de cas, et là, quand on a fait Paris-Bordeaux, on a eu 0 cas, 0 problème. Là, on est en train de faire en ce moment 3500 km autour de l'Europe. Je pense que sur les tronçons entre péages, nous avons... les problèmes vont être très rares. Je pense qu'on va avoir du mal à en quantifier beaucoup dans nos phases prototypes actuelles. Ça, on les verra plutôt dans les phases de validation, quand on aura vraiment des grosses flottes de véhicules. Mais avec 2-3 véhicules, on a peu de chances de tomber dessus, même s'il y en a. Juste en excluant quand même une chose, les travaux. Si je mets à part les travaux. Si je mets à part les travaux, j'ai pas beaucoup de problèmes. Là où on a beaucoup de problèmes, c'est tout le réseau autour de la région parisienne, par exemple, puisqu'on a beaucoup de routes autour de la région parisienne, le périphérique, la N118, etc. Où là, vous avez un réseau qui est en relativement mauvais état, où il y a énormément de choses un peu bizarres, avec des voies dont la largeur n'est pas tout à fait standard, des marquages au sol complètement effacés, des murets très très proches du bord de la route, etc. Et des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Donc typiquement, on roule beaucoup nous, sur la N118, N104, il y a des secteurs où tout le monde roule 20 km/h au-dessus de la limite de vitesse maximale. Or nous, on roule à la vitesse limite. Donc il se passe le truc un peu curieux, on arrive dans cette zone, nous on se met à la limite de vitesse et on se fait dépasser par tout le monde. Alors voilà, là on a deux choix, ou je fais un excès de vitesse, ou nous on fait pas d'excès de vitesse. Donc là on a beaucoup de discussions avec les autorités là-dessus justement. Pour savoir si par exemple dans cette zone, est-ce qu'ils sont vraiment bien sûrs que la limite de vitesse qu'ils ont imposée est adaptée. Alors ils en mettent un après. Alors ça c'est assez amusant parce que des fois le radar est après, donc il y en a qui freinent avant le radar, il y en a qui freinent pas, donc on les voit se faire flasher, donc ça nous fait beaucoup rire, parce que nous on se fait jamais flasher. Ça c'est l'avantage. C'est quand même une situation de danger, objectivement, d'être doublé par plein de monde. Oui, alors c'est un vrai problème. On a le droit de ne pas respecter les limitations parce qu'on est en situation de danger, ou c'est pas prévu aujourd'hui? Alors, vous avez toujours le droit, mais il faut prouver que vraiment vous êtes dans une situation de danger, c'est ça qui va être difficile. Par exemple, quand vous avez des camions qui eux ne respectent pas la limitation de vitesse, qui donc arrivent derrière vous très très vite, avec 20 km/h de plus que vous, là il y a un vrai danger, parce que vous voyez le camion vous se rapprocher de vous, et puis lui il a une certaine inertie de freinage, donc bon, il y arrive, mais vous sentez quand même que vous flirtez avec... oui, c'est ce que l'automate sent. Voilà, et on se rend... Enfin, c'est comme s'arrêter au feu orange. C'est comme s'arrêter au feu orange, voilà. Bon, on n'est pas sur des applications en ville, donc on n'a pas eu ce cas-là. Non, et les cas de danger qu'on a aussi, ce sont beaucoup des insertions extrêmement brutales sur autoroute. Autour de Paris, les gens quand ils s'insèrent sur la voie rapide, en fait ils s'insèrent vraiment comme des sauvages. C'est-à-dire qu'en gros ils y vont, il y a une voiture avec d'autres voitures, c'est pas le problème, ils y vont. Donc et ça, au début nos véhicules, ils étaient pas du tout préparés à ça, puisqu'on roulait beaucoup sur piste, donc c'était pas paramétré du tout comme il fallait, quoi. Donc les premiers roulages étaient catastrophiques sur les insertions. On gérait pas du tout les insertions, et donc il fallait qu'on prenne la main à chaque fois. Alors maintenant on a trouvé des stratégies, c'est-à-dire que maintenant on traque les voitures de beaucoup plus loin qui arrivent sur les voies d'insertion, on les traque dès le début en fait, grâce à nos capteurs, on a beaucoup de capteurs, et là on les voit arriver et on projette leur vitesse, on se dit à tel moment ils vont être là, et donc en grosso modo on les laisse passer. C'est le cerveau humain je pense. Bon, il prévoit plutôt tendance à avoir quelque chose qui est assez... il est assez civil notre véhicule autonome pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire être un peu agressif. Par rapport à ce que vous disiez sur les camions, est-ce que la priorité, ça serait justement pas d'essayer d'automatiser d'abord les transports lourds et collectifs en fait? Et par ailleurs, moi ce que je voulais savoir, il y a quelque chose que je n'ai pas vu en fait, c'est quelle est l'efficacité énergétique du véhicule autonome dans des conditions où la vitesse va varier en ville ou sur route par rapport à quelqu'un
à qui on a pris l'éco-conduite. C'est pas un conducteur moyen, je suis persuadé que le pilote est meilleur, mais quelqu'un qui voit le feu rouge à 500 mètres, etc. Et je voulais savoir quelles sont les situations actuelles, les perspectives, et qu'est-ce que vous pensez du système Toyota, où a priori ils vont dialoguer entre eux. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Sur la première, je ne me souviens plus de la première, je me souviens de la partie CO2, mais est-ce que vous avez toute première question, c'était La première, c'était juste, vous citiez les camions. Ah oui, les camions. Alors, les camions, c'est finalement plutôt que de faire l'effort sur les véhicules, parce qu'on n'entend rien sur les camions et les alors, cars, nous, et ça, on ne travaille pas sur les camions parce qu'on ne fait pas de camions. Donc, mais par contre, dans le comité, dans le projet Nouvelle France Industrielle, on a un des 3 volets. Il y a un volet, c'est véhicules particuliers, piloté par nous avec Renault. Il y a le volet transport en commun, piloté par la RATP. Et il y a le volet camion, piloté par Renault Trucks. Donc, et donc, il y a un vrai volet camion. Volvo Trucks travaille aussi énormément sur les camions, avec les convois, tout ce qui est convoi sur autoroute. Donc là, c'est un grand truc pour eux, parce qu'eux, ils savent y associer un business model aussi. C'est ça le truc. Bon, nous, on n'est pas sur ces périmètres-là, donc effectivement, on est vraiment centré sur le véhicule particulier. Mais il y a des travaux qui se font avec des projets européens d'envergure et qui ont démarré il y a déjà pas mal de temps. Je pense que ça pourrait déboucher autour de 2020. J'en ai pas parlé du platooning, mais effectivement, parce que j'étais vraiment centré véhicule particulier. Après, sur le CO2, sur l'optimisation de la conso par tous ces systèmes-là, effectivement, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'ego-coaching, où on apprend au conducteur à faire ce qu'il faut pour gagner. Et effectivement, c'est assez efficace. On peut aller jusqu'à des 20 à 30% de gains en conso. On l'a mesuré, nous on a beaucoup de fonctions en éco-coaching. Par contre, l'éco-coaching, on a constaté aussi que chez les clients, beaucoup de clients ça les amuse 5 minutes, mais à un moment donné, ils ne le font plus. Parce qu'ils sont pressés, parce que voilà, le bouton éco, machin, ça les saoule, et donc, ils l'utilisent pas, ils l'utilisent pas. Et en plus, ils ne veulent pas l'acheter. Donc, ils le voudraient gratuit dans leur voiture, et puis après, ils l'utilisent pas. Donc ça nous pose un petit problème aussi. C'est-à-dire que nous, on développe un truc. Bon. Donc, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas... Ça mord pas. Les clients ne sont pas très intéressés par ça. Et donc l'efficacité, si vous voulez, elle est relativement théorique sur l'éco-coaching, en fait. C'est ça le problème. C'est que oui, effectivement, si le client respecte toutes les consignes que lui donne l'éco-coaching, effectivement, il gagne beaucoup. Il le fait au début, après il le fait plus. Donc in fine, c'est pas génial. Alors, ça va dans le bon sens, mais c'est pas génial. Quand vous automatisez les choses, ça devient complètement différent. La personne, elle est en mode, même pas besoin d'aller en mode autonome, hein. Vous pouvez le faire même en niveau 1, en driver assistance, un adaptive cruise control éco. Au lieu d'avoir un adaptive cruise control qui est nerveux, vous avez un truc qui est tout mou, qui s'adapte aux pentes, etc. Qui peut convenir à beaucoup de gens. Sur autoroute, entre pères, ils n'ont pas envie d'être peinards. Si des fois ils sont à 125 ou peut-être 130, ils s'en foutent, ils sont pas pressés. Ces gens-là, là, vont avoir un bénéfice qui est important. On a une fonction comme ça, on estime qu'elle est au moins facilement 5% de gain sur la consommation à l'usage. La vraie consommation du client, lorsqu'il est dans ce mode-là. Quand il est dans le mode ACC. Bon, sur le véhicule autonome, vous pouvez encore le projeter, et surtout le projeter dans encore plus de situations de vie. Et là, on peut y coupler par exemple aussi de l'éco-routing, c'est-à-dire prendre le trajet le mieux disant d'un point de vue écologie aussi, même s'il est, j'ai un truc bête, mais un peu plus long, mais en descente par exemple. Bon, forcément, c'est mieux que de monter. Voilà. Ça, on a tout un tas de fonctions dans nos navigations, en termes de proto, qui permettent de faire ce genre de choses. Et là, on est toujours, de toute façon, c'est toujours une dizaine de pourcents. On traîne toujours une dizaine de pourcents de gains possible. Après, plus, c'est pas... Plus, si on veut faire plus, ça devient des voitures qui sont inutilisables, qui sont beaucoup trop lentes, qui ne s'insèrent pas dans le trafic, ça génère plein de problèmes. Mais voilà, alors la communication, on parlait de Toyota, le dernier point, communication entre véhicules, c'est l'étape encore d'après, évidemment, là c'est l'idéal. Communication entre véhicules, communication avec l'infrastructure, par exemple, anticipation des feux rouges. Donc ça, c'est fondamental, plutôt que d'accélérer et puis de freiner au tout dernier moment quand le feu passe au rouge. Si vous savez exactement le timing de passage, vous pilotez votre voiture pour qu'elle se mette en roue libre, par exemple, juste au moment où il faut, et vous finissez, d'ailleurs on le fait des fois, quand on arrive bien à le faire, on se met au point mort, ou on peut faire du frein moteur, chacun a un peu sa technique, et voilà, là on sait bien que quand on fait ça, on gagne pas mal, quoi. Donc ça, en ville, c'est assez efficace. Ça veut dire que quand on arrivera au niveau 4-5, est-ce qu'on envisage d'adapter un peu l'infrastructure à la voiture autonome? C'est pas du tout dans les scénarios actuels. C'est dans les scénarios, mais l'infrastructure, ils n'ont jamais d'argent. Ils n'ont même pas d'argent pour faire des projets coopératifs avec nous. Donc, ils n'ont pas d'argent. En fait, quand vous allez voir l'infrastructure, vous leur dites, je voudrais équiper les routes de plein de trucs pour faire des tas de choses géniales.
Et vous dites, ah bah non, mais nous, c'est l'inverse, on pensait qu'on allait pouvoir déséquiper les routes parce que vous avez des véhicules autonomes. C'est ce qu'ils m'ont dit quand j'étais là-bas. Donc, ouais, voilà, alors, il y a des trucs théoriques, mais les trucs pratiques pour mettre, par exemple, typiquement des unités de bord de route, Wi-Fi, on travaille un projet, on a un projet au niveau français et européen qui s'appelle ScoopF. L'idée, c'est de mettre, par exemple, des unités de bord de route Wi-Fi pour communiquer directement avec toute l'infrastructure. Et avec ça, vous faites du véhicule autonome, vous franchissez un step. J'en ai pas parlé là parce que ça va être long terme avant que ça puisse s'appliquer. Parce que, avant d'avoir une infrastructure significativement déployée, au-delà de quelques tests pilotes, ça va prendre énormément de temps. Et oui, par contre, c'est extrêmement bénéfique, ça c'est sûr. Bon, ce que je vous propose, c'est de garder les autres questions, s'il en reste, peut-être pour la fin, pour le débat. Donc on s'arrête là. Merci beaucoup, Vincent. Comment vous concevez votre rôle en fait? Est-ce que le vélo électrique c'est la solution que vous préconisez, donc vous essayez de convaincre les acteurs de la mobilité future que ça va être le vecteur principal de transport? Ou est-ce que vous dialoguez avec différents acteurs, dont certains nouveaux qui apparaissent, certains qui peuvent être éphémères, et vous essayez de vous adapter en fait à un futur difficilement prévisible? Comment vous concevez votre rôle? Alors, comment je conçois mon rôle? En fait, j'ai la chance d'une indépendance totale d'esprit et de parole, c'est-à-dire que je ne fais pas partie d'une grande entreprise, d'un lobby ou quoi que ce soit. Donc mon rôle, en fait, je vais vous répondre très franchement, j'ai un garçon d'1 an et demi, donc je le vois en fonction de lui. Je me dis, pour cet enfant qui arrive dans un monde difficile, quelle est la meilleure solution? Et donc j'ai une grille d'analyse que je vous ai proposée, et par rapport à cette grille d'analyse, j'en arrive à penser que dans les villes, le vélo, tout court d'ailleurs, peut être sans doute une solution excellente qui permet de se passer de sa voiture. Et parfois, si on doit partir le week-end, on peut prendre une Wicar par exemple, et couvrir tous ces usages, et donc de diminuer la congestion, la pollution et ce genre de choses. Je suis assez concerné et inquiet par rapport au monde qu'on offre à nos enfants, et je le vis vraiment, c'est-à-dire que je ne le dis pas en l'air comme beaucoup de personnes, c'est un vrai problème pour moi. Donc je suis dans un lobby qui est celui de mon fils et de tous les vôtres. Vous êtes venu en vélo? Non, je suis venu en métro. Mais effectivement je prends régulièrement le Vélib. Non, mais je vais vous dire mon expérience par rapport à ça. J'avais jamais fait de vélo dans Paris. Effectivement, avec Vélib, j'ai découvert une nouvelle ville. C'est pas du tout la même ville quand on est en vélo qu'en voiture, puisqu'on est à 360 et pas en 2 dimensions. J'ai eu la bonne idée de m'acheter un vélo dans Paris, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne pouvais pas le garer ni chez moi ni au travail. Donc j'ai continué à prendre le Vélib. Et aujourd'hui, mon grand problème, c'est que j'habite à côté de la gare d'Asnières. Et donc j'aimerais beaucoup avoir un vélo électrique, mais j'ai le train qui passe chez moi, il y en a 1600 par jour. Et en vélo, si je l'amenais à mon travail, il y a un problème de stationnement. Quand vous achetez un vélo électrique, il y en a qui vont à 25 km/h, il y en a qui vont à 45 km/h, ça s'appelle un vélo électrique rapide. Et malheureusement, si je le mettais en bas de mon travail, j'ai pas d'endroit sécurisé pour le garer, et donc je suis sûr de me faire piquer. Et ça, c'est un des vrais soucis sur le vélo, c'est le stationnement sécurisé, et notamment, en fait, l'outil, on pense beaucoup à la ville, mais le vélo électrique a une grande application en dehors des villes, pour aller de chez vous à la gare. De chez vous à la gare, au lieu de le faire en voiture, vous le faites en vélo électrique. Et là, le problème, c'est de construire des parkings sécurisés. Et le problème, on est dans une infrastructure, personne ne veut payer. Ni la SNCF, ni la ville, ni personne. Et donc, pourtant, ça pourrait être une excellente solution pour se passer un maximum de votre voiture. Moi, je suis dans le credo de j'ai une voiture personnellement, j'essaie de l'utiliser au minimum. Quand je ne peux pas m'en passer, je l'utilise. Donc moi, je suis vraiment pour dissuader de l'usage de la voiture. Je peux comprendre que certaines personnes en possèdent une, même si aujourd'hui, il y a des solutions alternatives, comme Wicar, qui permettent de substituer toutes les raisons pour lesquelles vous gardez cette voiture alors que vous ne l'utilisez jamais. Nous avons ici un peu la vision côté mobilité, les véhicules et tout ça, les services qui entourent. Je vais juste ramener une vision que j'ai de Londres, où c'est complètement normal qu'il y a des douches au travail,
avec des petits espaces où on peut ramener les bonnes fringues pour la semaine, et c'est ce que les gens ils font. Et en deuxième point, ils arrivent pas mal de trouver des espaces où les vélos ne sont pas fortement volés tout de suite, ce qui est sympa. Et je voulais juste ramener ça côté l'impact de la culture, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, et l'innovation technologique c'est très beau, mais des fois on se heurte sur la culture, ce qu'on ne fait pas. Et j'entends souvent, quand je parle avec des gens à Paris, oui, mais une douche au boulot, non, ça se fait pas, ça n'existe pas, ça n'existait jamais, alors ça va jamais exister. Et c'est des choses très faciles qu'on pourrait faire pour même installer des vélos normaux partout, pas besoin d'électricité et pas besoin d'aller au sport le soir. Puis, je peux vous ajouter un nouveau point. Si la part modale du vélo passait de 5, alors je crois que le chiffre c'est de 5% à 15%, vous faites économiser 5 milliards d'euros à la sécurité sociale. 5 milliards d'euros en frais de santé, de psy, etc. 5 milliards d'euros, c'est pas rien. Non, vous avez raison. Moi, je pense que pour la mobilité du futur, 80% des innovations ne sont pas des innovations technologiques, mais comportementales. Changer de comportement. Et effectivement, les deux plus gros freins au vélo, c'est où est-ce que je me gare. C'est aussi d'ailleurs le frein pour la voiture. Hein. Quand vous la prenez dans Paris, c'est où est-ce que je vais me garer. Et c'est pour ça que Autolib marche bien, c'est qu'on a une place de parking qui nous attend. Et vous avez raison, les douches. Effectivement, en France, il n'y a pas de douche dans les bureaux, ça n'existe, c'est très rare, peut-être dans les grandes entreprises, mais sinon c'est très rare. Et c'est pour ça que je parle du vélo électrique, c'est que le vélo électrique vous permet de vous affranchir de la douche, puisqu'en gros, le principe c'est qu'il faut faire semblant de pédaler. Vous faites semblant de pédaler, la chose avance tout seul, c'est vraiment comme le soleil, c'est ceux qui ont déjà essayé le vélo électrique auront du mal à me contredire. Moi j'en ai acheté un, je vais vous donner une histoire, je vais en vacances à un endroit qui s'appelle l'île de Ré, donc l'île de Ré, il y a beaucoup de vélos. Donc c'est un peu le paradis du vélo, il y a des pistes cyclables, etc. Et j'ai emmené ma femme là-bas, et au départ, quand je l'emmenais en vélo, il y a des vélos, mais il y a beaucoup de vent aussi. Et donc elle avait beaucoup de mal à faire du vélo, ça ne l'amusait pas beaucoup. Je lui ai acheté un vélo électrique. Et là, ça a tout changé. Et là, depuis, elle fait beaucoup de vélo. Alors moi, j'ai un peu plus de mal à suivre. Mais ça vous permet de vous mettre au vélo. Le vélo électrique permet aussi d'élargir l'assiette. J'ai une grande tante qui a 83 ans. Bon, elle se déplace en vélo électrique à 83 ans. Si c'était un vélo, elle l'aurait peut-être rangé depuis un certain temps. Donc il y a des changements à faire. Le vrai problème en ville, je parlais peut-être de la France, c'est que nos amis, les constructeurs automobiles, ont fait un très beau boulot dans les années 60 et 50 pour supprimer tous les tramways qui équipaient toutes les villes et reprendre toute la place pour mettre de la voiture individuelle. Et que maintenant, il faut partir dans l'autre sens. C'est ce qui se fait. Prendre de la place à la voiture individuelle pour remettre des transports alternatifs, des voies cyclables, des tramways. Vous constaterez en France que dans toutes les villes où vous avez mis un tramway, que ce soit Strasbourg, Bordeaux, Paris, toujours ce sont des villes où les gens, où la qualité de vie s'est améliorée, où les gens ont reconnu que c'était des villes agréables à vivre. Oui, juste pour rebondir sur l'histoire du tramway, avec quand même un problème en France, c'est que les tramways, la plupart n'acceptent pas les vélos. Et les tramways, sans parler des trains, des bus, etc. Ce qui est quand même aussi un frein à l'utilisation du vélo. Bon, et la Fédération nationale des usagers du transport se bat pour demander effectivement que tous les véhicules nouveaux puissent accepter les vélos, parce qu'il y a quand même des distances, des fois assez importantes. Vous avez raison, d'où l'intérêt de pouvoir parquer son vélo à la gare, en fait. Ouais. Il y a une expérience qui a eu lieu à Nantes, en tramway, je vous laisserai parler, mais qui a eu justement avec un vélo pliant, qui s'appelle le Strida, hein, c'est le vélo le plus petit au monde, mais ça n'a pas été conclusif, effectivement. Donc, le vélo dans le transport en commun, c'est un peu compliqué quand vous prenez le transport en commun aux heures de pointe et qu'il n'y a déjà pas assez de place pour tout le monde. Et une autre question que je voulais vous poser précédemment, depuis combien de temps allez-vous au travail en vélo? Alors, j'y vais pas en vélo, hein, j'y vais en train. Oui, mais alors. Mais en fait, j'ai toujours eu la chance d'habiter près de mon travail. Donc avant, j'y allais à pied. Enfin, pour vous dire, mon travail est gare Saint-Lazare, et avant, j'habitais dans le 9e arrondissement. Donc avant, j'y allais à pied, ça me prenait 10 minutes, ou je prenais un Vélib, ça me prenait 7 minutes. Et puis après, aujourd'hui, j'habite donc à la gare d'Asnières, 1800 trains par jour. Ça fait du bruit, mais par contre, c'est très pratique pour aller en ville. Donc ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis là-bas, depuis 2006, je vais en transport en commun ou à pied.
Oui, l'un des inconvénients du vélo, et moi je l'ai pratiqué très, très longtemps quand j'étais en particulier étudiant à Nantes, c'est que quand il pleut, quand il y a du vent. Et ça, je peux vous dire que c'est pas du tout agréable. Et donc, il y a quand même, je suis d'accord avec vous sur l'utilisation du vélo, il y a quand même des freins qui sont pas négligeables. Non, mais c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a le métro. Quand il pleut, vous pouvez prendre un métro ou un transport en commun. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que, en fait, quand vous regardez l'occurrence de la pluie à des horaires très précis, c'est quand même très très faible. Et a priori, c'est pas non plus le plus gros obstacle, parce que vous verrez que les pays où la part de modal de vélo est le plus importante, 50% à Copenhague quand même, c'est pas les pays où il y a le plus de soleil. Hein. Et souvent, c'est des pays où il pleut plus que chez nous. Donc la pluie, effectivement, est un obstacle psychologique. Il y a le casque aussi qui est un obstacle, alors qu'on a démontré, en fait, le casque, l'obligation de mettre un casque, fait penser aux gens que le vélo est dangereux, alors que c'est pas le cas. Parce que la dangerosité, c'est toujours un problème de vitesse, et que le vélo roulant moins vite, il est moins dangereux, et c'est un vrai frein pour que les gens utilisent le vélo, parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Alors aujourd'hui, c'est dangereux avec des voitures qui roulent à 50 à l'heure. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Non, effectivement, il n'y a pas d'obligation, c'est plutôt des recommandations. Oui, non, mais enfin, la fédération des usagers, la FUCIBI, dit que le casque est absolument inutile en vélo, quoi. Donc ils se battent contre cette espèce d'état d'esprit qui voudrait que le vélo soit dangereux. Je ferais bien un sondage dans la salle. Qui pensait avant aujourd'hui que le casque était inutile en vélo? Je peux vous dire que... Pas la majorité. Hein. Inutile. J'ai une question complémentaire. Moi j'étais assez mal à l'aise par rapport à votre présentation parce que c'est très orienté passager. La mobilité du futur, est-ce qu'elle ne peut pas s'envisager aussi avec d'autres usages conjoints, des transports de matériel, transport d'énergie, transport d'autres éléments? Et j'ai trouvé également qu'il n'y avait pas suffisamment l'aspect sociétal qui était pris en compte, ou en tout cas c'était un peu mélangé au niveau de votre présentation. Vous abordez au début la question de la balance commerciale pour la société, mais quand on va parler du véhicule électrique, du véhicule autonome, on ne parle pas aussi des conséquences que ça va avoir sur la route, sur l'occupation du terrain et sur la libération par exemple d'espace pour la circulation ou pour d'autres usages. Donc ce que vous dites, je vais commencer par la fin, c'est plus facile. Donc ça c'est effectivement, beaucoup de gens disent la voiture autonome en ville, ça permet de libérer toutes les places de stationnement. Et donc, avec ces places de stationnement libérées, eh bien, on peut mettre des parcs, etc. C'est ça, hein, c'est ça l'idée. C'est vrai que c'est un beau discours, mais que je crois, comme on l'a compris avec ce que disait M. Abadi, la voiture autonome dans les villes, il va falloir attendre un petit peu, sans doute pas avant 2030. Et à mon avis, moi en 2030, les voitures se seront fait chasser des villes. En fait, c'est déjà une tendance très forte. Vous avez des villes comme Hanovre, en Allemagne, vous avez des villes, non, c'est plutôt Hambourg. Vous avez des villes comme Hambourg, vous avez des villes comme Helsinki, dont la politique, 2030, zéro voiture. C'est pas des voitures d'hommes, c'est zéro voiture. Donc moi je pense que la tendance la plus forte, c'est plutôt celle-là. Donc effectivement, ça va libérer l'espace. Ça va libérer beaucoup d'espace pour faire beaucoup de choses, mais ce ne sera pas avec des voitures autonomes, ce sera avec des tramways, avec des vélos, avec des rickshaws, des tricycles électriques. Mais ce sera, à mon avis, et là vous allez libérer l'espace, il n'y a pas de souci. Votre question, effectivement, ma présentation s'est concentrée exclusivement sur le transport de passagers, vous avez raison, mais en fait, tout le raisonnement est valable pour le transport de marchandises, bien évidemment, avec des optimisations de taux d'occupation du réseau. Aujourd'hui, on peut avoir des transports groupés entre différentes entreprises, hein, c'est ce qui se passe aussi quand vous achetez en ligne et que vous vous faites livrer. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent à des Uber, des camions, des Uber, des trucs comme ça, et il y a des trucs même hybrides, c'est-à-dire que dans votre voiture, il y a 5 places, mais il y a un coffre aussi. Donc peut-être que demain, vous allez prendre 2 personnes, plus un paquet, vous allez déposer à droite, livrer le colis à gauche, tout est envisageable, hein, dans toute cette logique d'ubérisation de l'économie, tout est envisageable. Maintenant, une fois de plus, on voit aussi beaucoup de choses intéressantes se développer en ville, comme des tricycles à assistance électrique pour faire de la livraison du dernier kilomètre. Il faut savoir que les véhicules de livraison souvent sont les plus vieux et les plus polluants, donc ceux-là, si on pouvait s'en débarrasser, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je me suis fait livrer l'autre jour un lit chez moi. Je pense que la livraison a eu lieu avec un 18 tonnes.
Donc, normalement, j'avais une livraison en bas de chez moi. Eh bien, il n'a pas pu rentrer dans la rue. Je l'ai quand même fait faire rentrer dans la rue. Il a arraché son pare-choc. Il n'était pas content. Est-ce qu'on doit se faire livrer par un 18 tonnes en centre-ville? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Mais la clé pour que ces choses se développent, vous ne l'avez pas dit. Moi, je suis sur l'aspect carotte, c'est très bien, mais bâton, c'est important aussi. C'est la contrainte. On doit décourager les solutions dont on veut se débarrasser. Donc, c'est la seule façon de développer les solutions alternatives. Ou sinon, si on laisse les règles de la main invisible et la libre concurrence, c'est un peu difficile. Une question sur la voiture automate. J'ai vu votre transparence sur les aspects juridiques et en particulier sur le réparateur. Donc je vais aborder la question de la réparation en vous demandant est-ce que l'intelligence de cette voiture va jusqu'à optimiser le moment où on va faire tel ou tel type de réparation? Est-ce que ça c'est quelque chose de déjà développé ou d'envisageable? Alors oui, c'est même indépendant du véhicule autonome, ça c'est ce qu'on appelle le concept de véhicule étendu. C'est pour ça que je parlais d'automate, L'intelligence de la voiture. Ouais, alors oui, il y a des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors il y a... après il faut trouver les business models aussi qui marchent bien, mais l'idée effectivement de faire de la maintenance préventive par exemple, de tout un tas d'éléments, est évidemment quelque chose qui est très intéressant. L'idée étant d'avoir dans nos véhicules toute la connectivité qui va bien, tous les boîtiers qui permettent de transmettre cette donnée au bon endroit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut diagnostiquer, hein. Il y a des choses qui sont assez facilement diagnosticables, des choses qui sont moins facilement diagnosticables. Mais par exemple, tout ce qui est des pièces d'usure, par exemple, évidemment, les pneumatiques, vous savez qu'il faut les changer au bout de tant de kilomètres, et puis, etc. juste pour vous couper mes deux mots, et aussi le vécu de la voiture. L'enregistrement du vécu de la voiture, de son historique, qui permet peut-être de prévoir quel type de réparation va arriver à quel moment. Oui, par exemple, les profils de mission, ce qu'on appelle les profils de mission d'usage des pneumatiques. Typiquement, si vous avez quelqu'un qui roule beaucoup dans les montagnes, une route de montagne, avec beaucoup de virages, il va forcément, et qui roule assez vite, mais non, il va avoir tendance effectivement à user ses pneumatiques plus vite que quelqu'un qui ferait de la ligne droite, on va dire, à vitesse constante, régulière. Donc effectivement, le profil de mission, je prends l'exemple des pneumatiques, où c'est une pièce d'usure qu'on peut comprendre assez facilement, mais il y en a d'autres. On pourrait imaginer effectivement inciter le conducteur à changer ses pneumatiques avant qu'il soit trop tard, par exemple. Il y a beaucoup d'idées là-dessus, ça tourne beaucoup autour de la connectivité, et ça peut se faire via smartphone connecté. On parlait de boîtiers qu'on peut mettre dans les voitures pour certains usages. Ce type de boîtier, de toute façon, va arriver dans les voitures, d'abord plutôt en add-on, plutôt en utilisant nos prises de diagnostic. C'est-à-dire on met un boîtier en add-on qui communique avec l'extérieur, et puis là on peut balancer toutes les infos qu'on veut, et toutes les applications possibles venant de l'extérieur, venant de nos partenaires ou de nous-mêmes, ou même d'autres entreprises, de PME, toutes les idées qu'ils peuvent avoir peuvent être à ce moment-là valorisées par ce biais-là. Mais après, on va avoir des choses qui seront vraiment on-board, c'est-à-dire des systèmes qui seront prévus pour. Aujourd'hui, nos véhicules ne sont pas encore prévus vraiment pour, donc on est obligé de mettre des systèmes additifs qui ont certaines limitations. Donc c'est clair qu'en 2020, les véhicules seront connectés, complètement communicants, et ce type de maintenance préventive sera tout à fait accessible. À condition que la batterie vous lâche pas sans prévenir. Parce que c'est quand même actuellement un vrai problème. Ces batteries que l'on a maintenant, alors que les anciennes vous prévenaient longtemps à l'avance qu'elles allaient être déchargées, maintenant, paf, vous tombez en panne n'importe où. Ah bon? Non. C'est quelle voiture vous avez? Vous n'avez pas une Peugeot? Non, j'ai pas une Peugeot, mais peu importe, les batteries c'est pas Peugeot qui les fabrique. Donc, commencez par là, parce que la connectique c'est bien, mais il faut l'électricité. Ah, mais de toute façon, ça n'exclut pas que nos voitures doivent avoir effectivement une fiabilité sur leurs organes. Mais c'est pas une fiabilité, c'est que là vous avez une batterie, je sais pas, vous l'avez peut-être pas expérimenté vous-même, mais moi j'ai expérimenté déjà plusieurs fois. Vous démarrez de chez vous, et un jour, et à un moment, vous pouvez plus. Vous tournez la clé et c'est fini. Et vous êtes obligé de changer la batterie. Et elle ne vous a pas prévenu avant qu'elle est déchargée. Donc il y a un vrai problème dans les batteries actuelles de fiabilité. Mais c'est pas la fiabilité, c'est de prévenir qu'elle va effectivement vous lâcher. C'est vrai de mettre une bonne batterie dans les voitures autonomes. Hein. C'est pas une question de bonne batterie, c'est une question de savoir. C'est ce que vous dites. Bon, savoir que les pneumatiques, ça c'est évident, mais la batterie,
je suis pas sûr que le problème soit... La prévision de l'état de charge, enfin, là où je vous rejoins un peu, la prévision de l'état de charge d'une batterie, c'est quelque chose qui est assez touchy d'un point de vue technique. Voilà. Ouais. Merci. Donc ça, c'est pas facile. Le SOC, il y a tout un tas de travaux qui sont faits là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a encore des cas qui échappent un petit peu, on va dire, à nos techniques, on va dire, scientifiques pour être assez préventif là-dessus. C'est vrai qu'on peut avoir ce genre de... Allez, on prend une autre question pour rester sur le thème de la soirée. Excusez-moi, je vais en poser trois sur le premier exposé, mais la première c'était une question de compréhension, j'ai pas eu le temps sur un transparent. Sur les transports longue distance, j'ai vu que le prix élevé au kilomètre était du côté des cars et le prix faible au kilomètre du côté de Blabla. Or pour moi, un car c'est un meilleur taux d'utilisation qu'une voiture partagée et ça consomme moins par kilomètre par passager. C'était la première question. Deuxième question, plutôt que de partager les voitures, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi penser à essayer de partager des immeubles de bureaux de façon à rapprocher les lieux de travail des logements, là où le travail à domicile n'est ni souhaitable ni possible. Et dernière question, vous avez parlé d'emploi, mais moi j'entends que vous préconisez un meilleur partage des voitures, ce qui va diminuer le nombre de voitures à faire pour le même usage. Monsieur va automatiser les voitures, on va supprimer toutes les professions qui ont des chauffeurs. Et monsieur, en fait, lui propose des partages de voitures, mais c'est du transfert d'emploi vers des loueurs de voitures, des chauffeurs de taxi et des immeubles. J'ai bien compris qu'il y avait un service en plus qui n'était pas rendu, mais malgré tout, il va y avoir une concurrence. Et donc, on va supprimer quand même, puisqu'on va optimiser globalement le système, la mobilité, on va supprimer des emplois. Donc, est-ce que c'est pas un peu d'hypocrisie de dire qu'on va en créer, on va plutôt en supprimer comme le capitalisme l'a toujours fait, puisque il cherche le plus d'efficacité possible. Et est-ce qu'on ne devrait pas s'en réjouir d'ailleurs? Parce que ça nous laissera plus de temps pour faire autre chose. Alors, j'ai commencé, je vous laisserai réagir. Effectivement, je pense que ce qui était important, c'était surtout d'avoir deux têtes. Il doit y avoir le Thalys en haut, il y a peut-être les bus au milieu et Blablacar en dessous. Alors peut-être que sur les coûts du car, ça a peut-être un peu changé, parce qu'il y a une loi qui est passée récemment qui a baissé les coûts, il n'y avait pas d'offre en fait avant. Voilà, vous avez raison. Honnêtement, j'ai pas comparé les tarifs entre le car et Blablacar, mais l'idée c'était quand même plutôt par rapport à la SNCF et le Thalys, où on sait que là on est quand même sur des coûts assez chers, puisque pour aller à Marseille, c'est quand même pas très loin de, je pense, au moins 150 € l'aller-retour. Alors oui, effectivement, hein, ils ont réagi, mais ça reste des offres promotionnelles, ça reste pas la majorité des contrats. Mais la route, c'est le contribuable qui la paye, l'infrastructure. Sur la SNCF, c'est le passager. Sur la route, c'est aussi un peu le passager quand même, hein, parce que vous avez quand même le revenu des péages qui paie la route. Donc quand vous l'utilisez, vous la payez, mais il y a quand même une partie du passager qui paye la route. Hein. Alors votre deuxième question, c'était sur les... Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des partages de bureaux dans des... Ah oui, alors, vous savez que ça existe déjà. Vous savez, alors si, en fait ça existe déjà, hein, des bureaux partagés. Vous en avez d'ailleurs dans Paris, alors ça c'est un peu différent, mais qui s'appelle la Régus, hein, c'est des gens qui font ça, qui vous louent des bureaux. Et vous avez de plus en plus ce genre de bureaux qui se développent, notamment en périphérie en fait, hein, pour que les gens puissent travailler, parce que le télétravail, l'immobilité fait partie de la mobilité du futur, mais à un moment donné, dans le travail, si vous voulez, il y a besoin d'avoir un lien social quand même, de rencontrer des gens, même si d'ailleurs c'est pas des gens de votre bureau. Et donc ça, c'est des choses qui se développent hein, en France, dans différents pays, et qui permettent souvent aux gens de s'affranchir effectivement de ces trajets qui sont longs, qui sont dans les bouchons aux heures de pointe. Donc ça, c'est des solutions excellentes, et ça fait partie, vous avez raison de le souligner, des solutions entre guillemets de mobilité du futur, avec encore le terme peut-être de l'ubérisation du travail, mais c'est un peu l'idée. Hein. Quand on regarde en Ile-de-France en 40 ans, les temps de parcours domicile-travail ont tous augmenté, et bien sûr, et les distances et les temps, et donc vous perdez un temps fou, que ce soit en transport en commun ou en voiture d'ailleurs. Hein. Mais donc effectivement, 2 heures par jour dans les transports en commun, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment pour soit faire des choses sympas pendant 2 heures, et soit, alors avec la voiture autonome, on pourra peut-être plus écrire ces textos. Alors je reconnais que je les écris déjà en conduisant, c'est pas bien, mais j'ai pas attendu la voiture. Mais donc non, vous avez raison, c'est des choses qui se développent et ça fait partie de la solution. Et enfin sur l'emploi, bah oui, sur l'emploi entre guillemets, moi j'étais en train de réfléchir à limiter la casse, mais plus que l'emploi des gens, il y a aussi un vrai problème de survie pour les constructeurs automobiles. Un constructeur comme Renault ou comme PSA, à terme,
Et il y a un vrai souci de vendre moins de voitures. Les constructeurs comme PSA ont besoin de vendre beaucoup de voitures. Je crois que PSA, si je me souviens, le plan Back in the Race, le point mort, c'est 2 millions de voitures par an. C'est l'objectif. Donc s'ils vendent moins de 2 millions de voitures par an, c'est compliqué. Et là, dans une logique effectivement d'optimisation de l'infrastructure, il y a toutes les chances pour que Peugeot vende moins de voitures par an. Mais la bonne nouvelle, c'est que Peugeot, avant de faire des voitures, il faisait des poivriers, alors ça ne servira peut-être pas, mais il faisait aussi des vélos. Et donc, qu'est-ce qui se passera demain? Eh ben, on fabriquera des vélos en France. On fabriquera d'autres choses. On aura peut-être moins d'énergie, l'énergie plus chère, donc on mettra moins de robots pour fabriquer les voitures. Donc, si vous voulez, l'emploi qu'on a perdu depuis les années 80, c'est surtout on prend quelqu'un, on le remplace par un robot, un peu comme la voiture autonome. Et bien là, quand on aura une contrainte sur l'énergie, on va faire l'inverse. On va prendre un robot et on va le remplacer par une personne. Oui, juste ajouter quelque chose sur l'emploi, sans parler des volumes de véhicules, parce que les volumes de véhicules, c'est quand même assujetti à énormément de paramètres, vraiment énormément, et pas seulement celui de la mobilité dans les villes. Il y a un point, en tout cas sur l'emploi, que je peux déjà, qu'on voit venir avec l'arrivée de la connectivité du véhicule autonome, c'est que ça crée beaucoup d'appels d'air sur tout ce qui est activité de conception et de développement. Je ne parle pas de production, mais sur l'activité de conception et développement, aujourd'hui, à tel point qu'on ne trouve pas les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez prendre PSA, vous allez prendre Renault, c'est pareil, vous allez prendre nos fournisseurs, vous allez prendre tous nos instituts technologiques, nous sommes en recherche d'ingénieurs, de conception, et je peux vous dire un paquet, c'est pas 10, 20, c'est des centaines de gens qu'on cherche. En Allemagne, c'est encore pire, c'est des milliers de gens qui cherchent. Donc il y a un appel d'air pour un certain type d'emploi. C'est un type d'emploi, par contre, ce sont plutôt des ingénieurs, des gens qualifiés, des centraliens, des gens comme ça. Et c'est pas voilà. Mais donc il y a plutôt, sur la partie amont, on va dire, du cycle en V, un appel d'air que moi j'ai pas connu depuis 15 ou 20 ans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort qui gagne, qui est vrai aux États-Unis, qui est vrai en Allemagne et qui gagne la France maintenant de manière assez nette. Donc voilà, donc c'est plutôt des signes, ce sont plutôt des signes positifs. Et je pense que le véhicule autonome, je l'ai dit, il ne va pas arriver à être autonome partout, tout le temps, tout de suite. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc avant que le véhicule autonome remplace en lui tout seul un chauffeur de taxi, chose comme ça, un véhicule autonome ne va pas être capable de faire une course de taxi comme fait un chauffeur de taxi dans Paris avant très longtemps. Donc voilà, il y a encore du temps avant qu'on ait cette espèce de truc magique qui est quand même un peu de la science-fiction aujourd'hui. Donc il faut le relativiser. Voilà, donc... Oui, une autre question justement sur le véhicule autonome. On voit aujourd'hui que la plupart des prototypes sont des véhicules électriques, batterie ou hydrogène. Pas nous. Pas vous, mais la plupart, malgré tout, chez les Allemands, les Japonais. Non, puis d'ailleurs pas je crois qu'il n'y a que la Tesla qui... Ouais, Mercedes annonce un véhicule hydrogène, Toyota est sur un véhicule électrique. Il faut faire attention entre les annonces et la réalité. Hein. Non, mais il y a des prototypes autonomes hydrogène ou autonomes, bon, pourquoi pas, mais c'est pas la majorité. Enfin, tout ce qui est connu aujourd'hui, les prototypes les plus impressionnants de véhicules autonomes sont plutôt des véhicules thermiques. Et en termes de propulsion, il peut y avoir un avantage pour l'un ou pour l'autre en termes de commande. C'est indépendant. À l'ordre 1, c'est indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, rendre autonome un véhicule électrique, c'est un tout petit peu plus facile à l'ordre 1 pour un ingénieur parce qu'il a un peu moins à se creuser la tête pour piloter le moteur électrique, parce que c'est facile à piloter un moteur électrique. Mais on sait très bien piloter les moteurs thermiques aujourd'hui. Donc, franchement, c'est l'ordre 2. Voilà, j'ai une question sur les ADAS. Aujourd'hui, sur les ADAS existants, bon, moi, au début, on trouve ça rigolo. Et après on s'en lasse un petit peu. Alors je ne sais pas quel est le taux d'utilisation et de satisfaction des ADAS existants. Ça dépend lesquels. Ouais, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Et puis la surenchère de l'Euro NCAP. Jusqu'à quand ça va durer? Moi je pensais que ça allait s'arrêter et j'ai l'impression qu'on rajoute des points, on rajoute des points pour avoir 5 étoiles. Est-ce que ça va... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'asymptote. Alors on commence à avoir l'asymptote sur la sécurité. Je finis par la dernière question, je reviendrai sur la première. L'asymptote, elle commence à arriver sur la sécurité passive. Oui, je voulais dire. Ils se sont quand même rendus compte que faire une voiture qui pesait 2 tonnes pour transporter quelqu'un, ça va un peu dire ce qui était dit, qui pèse 75 kg, il y a quand même un truc qui va pas. Pourquoi la voiture elle fait 2 tonnes? C'est aussi, c'est pas que pour ça, mais c'est en grande partie pour sa sécurité passive, avec tous les renforts, tout ce qu'il y a. Donc ils se sont quand même rendu compte de ça et c'est quand même pas génial. Et puis là, maintenant ça y est, quoi, les voitures, pour mourir dans un crash de voiture en étant à l'intérieur de la voiture,
ça devient maintenant quand même très difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, avec une voiture moderne, j'entends une voiture 5 étoiles de maintenant, c'est très dur. C'est vraiment, enfin, faut vraiment pas avoir de chance. Bon voilà, vous avez, enfin, je vous donne un exemple, hein, on a eu encore, parce que je suis dans le laboratoire d'accidentologie, on a eu un accident encore récent qui nous a été relaté, quelqu'un à contresens sur autoroute voie de gauche, choc fronto-frontal, le premier véhicule allait 160 km/h, l'autre allait, on ne sait pas, 120-130 km/h en fronto-frontal. Ça, il y a 10 ans, c'était même pas la peine d'essayer de savoir s'il y avait des survivants, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a quand même une des deux voitures dont le conducteur s'en est quand même sorti, ce qui paraît complètement invraisemblable sur le niveau d'énergie qui est mis dans un choc comme ça. Donc on a aujourd'hui des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Aujourd'hui, si vous faites un choc frontal à 60-70 km/h en delta vitesse, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'au moment du choc, vous êtes à un delta vitesse 70 km/h, vous sortez de la voiture, vous n'êtes pas mort. Vous êtes même un peu blessé, voire même des fois vous avez rien. Donc voilà, donc ça devient maintenant, voilà. Mais après on ne peut pas faire plus parce que maintenant les gens ils sont tués par la différence de vitesse elle-même, qui fait que de toute façon vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la voiture, ça ne change plus rien. Donc je caricature, mais on est globalement à l'asymptote. Par contre, maintenant ils ont trouvé le truc, c'est la sécurité active, c'est comment j'évite l'accident, comment j'évite d'avoir l'accident. Ce qui d'ailleurs est une très bonne chose, parce que là ça protège les gens qui sont dans la voiture du fait d'avoir un accident, mais ça protège là aussi, vous avez parlé des cyclistes, ça va protéger les cyclistes. Aujourd'hui les cyclistes sont vulnérables. Effectivement, s'il n'y avait que des cyclistes dans les villes, je vous rejoins, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui se tueraient en vélo, ça pourrait arriver, mais ça serait quand même très rare. Bon, par contre, aujourd'hui, il y a quand même un certain pourcentage de cyclistes qui subissent des accidents, et il y en a de plus en plus, donc les accidents de route sont importants, mais effectivement, ils sont liés... Très peu de gens qui meurent en vélo. Vous avez en scooter. Non, en vélo, alors en Europe, vous êtes au-delà de 10% des accidents mortels. Vous êtes à 20% sur les deux roues. De toute façon, aujourd'hui, il y a 50% des gens sur les accidents mortels qui sont dans la voiture, 50% qui sont en dehors. Donc vous avez 20% de piétons en gros, 20% de deux roues, enfin deux roues motorisées, et 10% de cyclistes. Les 10% de cyclistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pourcentages des deux roues et des piétons sont en augmentation. Chaque année, ce pourcentage augmente, et le pourcentage des gens qui meurent à l'intérieur de la voiture diminue, de par justement leur handicap. Mais leur handicap au sens passif du terme. Donc le handicap actif, par contre, l'intérêt, c'est que lui, il va aussi s'attaquer aux gens qui sont à l'extérieur du véhicule. Donc les deux roues motorisées, les cyclistes, les piétons, puisque le choc piéton existe déjà, mais le freinage automatique sur piéton est pris en compte à partir de 2016. Donc ces valeurs-là vont baisser. Donc la surenchère de l'handicap, pour moi, elle est parfois excessive, on peut la critiquer parce que des fois, elle ne s'attaque pas tout à fait aux bonnes choses. Par contre, elle me semble encore légitime, entre guillemets, sur les années qui vont venir pour justement faire tout ce qui est freinage automatique. Après, les étapes suivantes, c'est vrai qu'on les voit un petit peu moins bien, mais je pense que ça va continuer encore un certain temps. Juste pour rajouter quelque chose là-dessus, par rapport à ma casquette de choc frontal T7 308, quand j'étais chez PSA, en fait, il y a effectivement mon travail quand j'étais ingénieur crash, c'était de rajouter de l'acier dans la voiture, c'était d'alourdir la voiture. Et c'est vrai que en 1960, entre 1960 et aujourd'hui, les voitures ont pris 500 kilos. Donc elles ont pris 10 kilos par an, 10 kilos par an. Et dans les 10 kilos par an, il y a les voitures qui ont grossi. Vous comparez des Clio des différentes générations, vous voyez qu'elles ont pris un peu dans bon point. Vous avez plus aussi de confort dans la voiture, la machine à café, la télévision, etc. Et vous avez la sécurité passive qui est au moins pour aller 30 ou 40% de ça. Et donc l'intérêt de l'Euro NCAP et une des clés pour baisser le poids des voitures, c'est d'augmenter la part de sécurité active dans l'Euro NCAP et de la substituer à de l'acier bête, lourd et méchant, de la sécurité passive. Alors c'est facile à dire, je suis d'accord. Mais c'est surtout, le problème c'est, je pense que vous avez raison dans l'esprit, mais on n'en est pas encore malheureusement à enlever de la masse et à substituer l'un par l'autre. En fait, ils sont plutôt dans une logique de rajouter. Parce qu'en fait, on considère que ce ne sont pas tout à fait les mêmes scénarios qui sont adressés par les différents... voilà. Bon. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais dans l'esprit, effectivement, on pourrait imaginer alléger un véhicule dans le futur grâce à ces équipements. Je vais juste compléter sur la partie ADAS. L'utilisation le retour d'expérience sur l'utilisation des ADAS est variable selon les ADAS. Il y a certains qui ne sont pas forcément très très bien reçus. Des fonctions par exemple d'alerte dont on ne perçoit pas très bien l'intérêt, et en tout cas le client ne perçoit pas très bien l'intérêt. Par contre, il y a une fonction comme l'Adaptive Cruise Control, l'ACC, qui elle est très bien reçue par les clients. Elle a mis beaucoup de temps à démarrer. Donc c'est une fonction qui n'était pas utilisée au début. Pendant toutes les premières années, on était à moins de 5% de taux d'utilisation. En gros, on avait très peu de taux d'équipement, très peu de taux de monte, et après même les gens qui l'avaient
la plupart ne savaient même pas qu'il avait, n'utilisaient pas. Ce taux est en train de monter autour de 30, voire même 50%. Et ça, c'est très récent, ça date d'il y a à peu près 2 ans. On a eu des nouvelles enquêtes qui ont complètement changé ce qu'on imaginait depuis 2010, ce qui aussi a provoqué l'accélération de ces systèmes-là. C'est un peu ce premier retour d'expérience qui fait que maintenant, ça y est, les gens se mettent... alors, ils quittent le régulateur de vitesse, qu'ils commencent à juger un peu dangereux parce que justement, ils ne régulent qu'à vitesse constante. Donc si j'ai quelqu'un devant moi qui décélère, je continue à ma vitesse et donc je risque d'avoir un accident. Le fait de pouvoir s'adapter à la vitesse de la personne qui précède est un vrai plus qui maintenant est bien compris par les gens. Donc là, il y a un vrai changement sur certains types d'ADAS. On va dire c'est un peu l'ADAS roi, celui-là. Voilà, c'est pas tous comme ça. Non, c'est pas tous comme ça. Juste pour la émission de masse, la solution type de carbone de la BMW i3, est-ce que ça vous y croyez? À quel prix? Alors, je ne suis pas spécialiste, j'ai travaillé un peu sur ce sujet, je ne veux pas trop vous répondre de bêtises, mais effectivement, il y a quand même la question, ça va être le ratio coût-bénéfice, comme toujours, et la possibilité, alors de mémoire, ces technologies-là ont beaucoup de mal à... ne permettent pas forcément de faire de grandes cadences. Donc on peut faire des véhicules niches, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que dès qu'on va faire de la grande cadence avec ce genre de matériaux, c'est compliqué industriellement. Voilà, et puis c'est quand même très coûteux en projet. Moi j'ai eu la chance de faire un cours sur les matériaux composites dans mes études. C'est vraiment de la cuisine et c'est très compliqué d'industrialiser, comme tu le disais, hein, avec des grandes cadences. Moi je crois très peu aux nouveaux matériaux. Je crois plutôt à enlever des choses dont on ne se sert pas dans la voiture, des équipements lourds, et rétrécir un peu la taille de la voiture, hein, tout simplement. Donc on reprend le chemin inverse qu'on a pris, on a fait plus 500. Moi je suis un grand défenseur de la voiture à 500 kg. Bon, c'est un peu poussé, mais c'est tout à fait possible. Ça s'appelle un quadricycle d'ailleurs. Mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables avec 4 places. On a fait des... Renault travaillait là-dessus dans les années 80 avec des Vesta, des choses comme ça, et là on arrive 500 kg, sans batterie, sans rien, on est à 1 litre au 100, les doigts dans le nez entre guillemets. En fait, oui, de toute façon, la tendance on a inversé la tendance de l'alourdissement des véhicules à peu près depuis 2010. C'est-à-dire que la nouvelle C3 est plus légère que l'ancienne C3, la nouvelle 308 est plus légère que l'ancienne 308, et c'est maintenant comme ça sur tous nos modèles, on a des objectifs. Alors, de gains d'au moins 100 kg. Alors on ne le fera peut-être pas, ça durera ce que ça durera, mais pour l'instant on a réussi à faire ça sur 2-3 modèles, de gagner à peu près 100 à 150 kg entre le nouveau modèle et l'ancien. Et effectivement avec l'allègement, beaucoup plus de meilleure conception, l'utilisation d'acier un petit peu plus, de manière plus astucieuse, etc. Et aussi un petit peu la réduction, c'est plutôt l'optimisation du rendement d'architecture. C'est-à-dire avoir moins de place pour le moteur et plus de place pour les occupants. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une voiture qui à la limite va avoir la même assiette, la même projection au sol, voire même un peu plus petite, et qui offre une habitabilité qui est au moins égale, voire même supérieure au véhicule précédent. Donc ça, c'est les idées qui sont beaucoup travaillées, et là, effectivement, c'est très vertueux. C'est un objectif qui est clairement annoncé maintenant à tous les débuts de projet, c'est de faire mieux que le véhicule qu'on remplace. Alors après, la clé pour encourager nos constructeurs à faire mieux, c'est effectivement, en fait, le poids est la plus grande externalité dans une voiture. C'est-à-dire que c'est ça qui conditionne votre CO2, votre consommation de pétrole, la pollution, la congestion, le stationnement. Et le poids a l'avantage, contrairement à d'autres choses, c'est beaucoup plus dur de truquer une balance. C'est plus dur. C'est-à-dire que Volkswagen, si on était sur le poids, ça aurait été vachement plus compliqué de faire des émissions x40 sur les oxydes d'azote. Et donc moi je pousse d'où je suis, du maximum que je peux pour faire évoluer le bonus-malus sur le CO2 qui a encouragé la vente de voitures sans filtre à particules, faire évoluer ce bonus-malus pour intégrer des éléments sur le poids de la voiture, sur la puissance de la voiture, car quand vous travaillez sur le poids et quand vous donnez un coût à cette externalité, vous encouragez aux gens à prendre des voitures plus légères, parce qu'une voiture plus légère, c'est moins confortable, ça a moins d'options, c'est moins grand. Donc ça a un prix sur notre service. Si on n'a pas d'avantage au niveau du portefeuille, pourquoi est-ce que demain vous allez vous acheter une Exam 2 litres au 100 qui coûte 13 000 € alors que vous pouvez avoir une Polo full option à 7 000 €? Bon, vous êtes tous raisonnables, vous n'irez pas l'acheter. Eh bien si on avait mis en place cette bonus-malus annuel, hein, ça s'appelle une vignette sur le poids, on aurait eu un petit espoir peut-être de s'acheter cette voiture plus légère.
Ouais, ce que je vous propose, c'est de prendre Oui, une déjà, dernière on va question, donner- il y a et deux ensuite questions on ira ici. discuter Il y en a deux devant un pour verre. les deux personnes. J'avais une dernière question. Moi, c'est est-ce que la voiture autonome rime avec connectivité? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra avoir des voitures autonomes sans avoir disons, 4G ou 5G ou autre? En fait, le principe de fonctionnement du véhicule autonome, ça va de toute façon être de fonctionner quand même s'il n'a pas la connectivité. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pourra pas allouer, on appelle ça comme ça, allouer de la sûreté de fonctionnement à la connectivité. Aujourd'hui, la connectivité, on peut la perdre instantanément. Donc on ne peut pas se reposer dessus pour la sécurité du conducteur, enfin des occupants. Donc de base, le véhicule autonome, tout seul, il sait fonctionner. Après, s'il n'est pas connecté, il va quand même être difficilement utilisable. Pourquoi? Je prenais l'exemple des travaux. C'est l'exemple de la flèche de rabattement dont je parlais. Si ces flèches-là, on va avoir beaucoup de mal à les gérer en autonome. C'est clair que ça va être extrêmement difficile. Notre stratégie, la première stratégie qui va venir à l'esprit, ça va être de rendre la main au conducteur à peu près 1 minute avant cette flèche, de dire bah voilà, attention, là-bas il y a une zone de travaux, elle est compliquée, je ne sais pas la gérer, reprends la main. En gros, le principe, ça va être ça. Il faut lui laisser le temps de le faire. On va lui laisser 1 minute, voire même 2 minutes. Voilà, bon, le conducteur, il reprend ça. Et pour avoir cette information, il faut une information fiable. Il faut une connectivité qui vous dise à tel endroit, telle borne kilométrique, j'ai des travaux. Donc vous informez le conducteur. Si vous perdez la connectivité, bah, c'est pas grave. Vous allez déclencher un freinage d'urgence devant la flèche. Voilà, vous allez tuer personne. Bon, le gars, vous allez le faire une fois. Donc déjà, il va pas être très content. Et si vous le faites tous les jours, je pense que votre véhicule autonome, il l'utilisera plus jamais. Donc ça doit être exceptionnel. Donc en gros, la connectivité, c'est essentiel pour le confort d'utilisation du véhicule autonome. Hein. Mais au début, on va avoir besoin de premier niveau de connectivité très simple. Une connexion 3G, informative sur ce genre d'événement, va suffire. Quand vous allez faire de la conduite sur autoroute, que le gars joue aux cartes derrière, etc., là, vous allez avoir besoin d'une géolocalisation extrêmement précise, donc GPS différentiel, probablement connexion entre le véhicule et l'infrastructure, et voire même, il y a des projets qui sont là-dessus, supervision par une forme de tour de contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'opérateur d'autoroute qui sait quel véhicule est où en mode autonome, pour éviter que tout à coup il y ait un dysfonctionnement, entre les véhicules se met à partir dans la nature. Donc voilà. Et oui, il y aura vraiment des strates, mais il y aura un minimum de connectivité au début, pour faire simple. Tu as l'interaction par exemple avec des logiciels comme Waze ou des choses comme ça qui font du signalement de oui, mais ça aujourd'hui, Waze, il y a pas beaucoup. Enfin, il y a Waze aujourd'hui parce que c'est ce qui est beaucoup utilisé par les gens sur leur smartphone. Hein. Mais le Waze, de toute façon, va se retrouver d'une manière directe ou indirecte dans le véhicule à un moment donné, soit par transfert d'informations entre ceux qui proposent ces services-là, soit directement par la connectivité qu'on appelle car-to-car ou car-to-infrastructure qui sera présente dans les véhicules et qui aura les mêmes types d'informations. Donc oui, l'information de ces informations, enfin l'utilisation des informations est évidemment très importante. Bon, moi j'ai juste une question, malheureusement de circonstance, mais est-ce que justement cette voiture autonome, donc sans personne à l'intérieur, est-ce que vous avez pensé au cas justement de terrorisme? Alors, avant d'aller au terrorisme, effectivement il y a toute la cybersécurité qui est une question, alors, qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas liée au véhicule autonome en fait. Le problème de la cybersécurité, c'est qu'on va avoir des véhicules qui vont être effectivement de plus en plus connectés. Et donc comme ils sont connectés, effectivement quelqu'un pourrait accéder effectivement au logiciel du véhicule et provoquer un certain nombre de choses. Alors, le principe, le principe qu'on va utiliser pour traiter ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des réseaux. C'est-à-dire qu'en gros, faut se débrouiller pour que le réseau qui est accessible de l'extérieur soit un réseau qui ne gère par exemple que la navigation ou des équipements secondaires, mais qui ne puisse pas accéder de manière directe, par exemple au freinage, à la direction, à l'accélération. Donc là voilà, le principe c'est d'avoir des barrières hardware et software, parce qu'il faut malgré tout à un moment donné, les réseaux évidemment il peut y avoir des ponts entre les réseaux, etc. Donc il y a des barrières hardware et software qui sont étudiées pour ça, et ce avant le véhicule autonome, parce que ce problème-là pourrait arriver avant le véhicule autonome. Les véhicules actuels sont moins vulnérables à ça, bien qu'on voit quelques expériences de gens qui arrivent à faire des choses, ils le sont moins parce que naturellement, et on va dire presque matériellement, il n'y a pas suffisamment de connectivité à l'intérieur. Donc de toute façon, à moins d'intervenir sur le véhicule, sans intervenir, c'est très difficile à faire. Les véhicules futurs, ça pourrait être plus facile si on y compatible. Donc là, on a vraiment, on a tout un volet cybersécurité. On travaille d'ailleurs pas tout seul,
avec les autres constructeurs. Il y a beaucoup de normes qui sont en train de se mettre au point là-dessus. Et c'est un vrai sujet, effectivement. Ok, une dernière question, après on monte. C'est une question qui est plutôt pour vous, même si les autres pourront répondre aussi. En introduction, vous avez parlé du changement de business model des grandes sociétés automobiles pour passer de vendeurs de produits à vendeurs d'un service. Alors bon, tout ce qu'on a vu ce soir dans la diminution du nombre des véhicules aussi, c'est sûr que je vois ça comme un gros frein. Aujourd'hui, on a une industrie automobile qui tourne grâce au volume qu'elle fait. Si ces volumes sont réduits de moitié ou encore plus, ça change complètement la donne. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur qu'est-ce que ça implique comme modification? C'est un mouvement de fond, donc au niveau de PSA, mais je pense de tous les autres constructeurs, on cherche des moyens de s'adapter. Un des moyens, ça peut être l'autopartage, tout à fait, donc je pense que c'est pas innocent si Peugeot prête des voitures à Wicar. Les autres pistes de réflexion, c'est trouver une manière de monétiser l'usage des voitures. Donc ça va être l'entretien, mais ça peut être autre chose. Il y a des gens on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui proposent, qui ont des idées de voitures gratuites, qui sont rémunérées à l'usage de type Google. Donc à chaque fois qu'on utilise la voiture pour aller faire des courses, le supermarché donne un petit bonus au conducteur, mais aussi au constructeur de la voiture. Donc voilà, c'est des choses qui n'existent pas, qui sont inventées. Merci.